Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Boum, boum, boum. Hey! Bienvenue sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. Pour les pirates... bon, on les appelle les pirates cheap, mais on les adore pareil, là. Et on a les vrais pirates à travers également, parce que ce bout-là n'est pas dans Radio Pirate Prime. On vous a fait 2h30, plus même, ce matin, pour se remettre sur le piton après 3 jours de vacances. Donc, habituellement, on vient peut-être le lundi. On est un peu poqué la fin de semaine. Là, on avait beaucoup de choses à dire. Donc, beaucoup de sujets. On a garoché pas mal d'affaires dans les dernières heures. Donc, ça vous tente de devenir membre. Allez sur radiopirate.com. Vous pouvez écouter tous nos podcasts, même si vous êtes membre, sur les applications de podcasts que vous aimez. C'est très, 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 très simple. Donc, radiopirate.com. Il y a un abonnement pour vous autres. Jerry est salué. Bon, yes. On l'a déjà fait sur Radio Pirate Prime. Mr. White est salué également. Quand un cheap devient pas cheap, là, il est tellement fier de me l'écrire. Oui. Il m'écrit. Moi aussi, ils m'écrivent. Moi aussi, ils m'écrivent. Donc, ceux qui sont devenus des pas cheap, vous êtes salués. Gros week-end habituellement, un week-end de l'Action de grâce. Est-ce que l'Action de grâce... La discussion que j'ai eue avec ma blonde hier, est-ce que l'Action de grâce est une fête religieuse? Je pense non. Pas, moi. Non. Moi, en tout cas, j'ai fouillé un peu, ça vient des protestants. Donc, il y a effectivement la fondation... Tu remercies pour les récoltes et tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Le fondement, c'est ça. Ouais, il y a un fondement, là. Tu remercies le bon Dieu pour les récoltes. Pour les récoltes. Ouais, je comprends. Donc, il était bon pour toi, il t'a donné de l'eau, de la chaleur, pas trop de tempête, pas trop de sécheresse, etc., etc. Donc, il y a un fond religieux à cette... Moi, ce qui m'énerve, c'est l'Action de grâce Canada puis États-Unis. Ben justement à cause de ça. Moi, c'est les bouts qui m'énervent. Ben justement à cause de ça, à cause de la température. Je sais, mais on pourrait s'adapter un peu. Aujourd'hui, on pourrait s'adapter. Aujourd'hui, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça en novembre. Moi, je serais pour... Ah, regarde, très bon point. Je serais pour qu'on oublie octobre et qu'on fasse ça en novembre en même temps. Why not? Mais avec le réchauffement, j'imagine que ça pousse la date. Oui, c'est ça. Avec le réchauffement, vu que ça réchauffe plus par les pôles et par le nord que par le sud... Parce que là, des catastrophes, on en a annoncé pas mal de la fin de semaine. Là. J'ai vu ça, là. Oui. Bientôt, il y a des endroits où ce sera plus vivable, etc., etc. Mais il y a des pays qui disparaissent. Oui, il y a des pays qui vont disparaître. Il y a des pays carrément qui vont disparaître. Je dis qu'il va faire tellement beau rapidement là, que bientôt, l'Action de grâce, ça va disparaître. J'ai vu en fin de semaine que les couleurs d'automne vont disparaître. Oui. Et moi avez-vous vu comment les feuilles ont changé de couleur rapidement et qui sont tombées rapidement? Parce que c'est un lien avec l'eau. Tu sais, on a eu de l'eau jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi, quelque chose de même, puis on a eu aussi dans la nuit de jeudi à vendredi. Tu sais, il y a eu du soleil pareil, là, mais qu'on a eu comme 2 fronts froids qui ont passé. Et c'est l'eau qui fait tomber les feuilles. Une fois que les feuilles sont rendues à bout de vie, le poids de l'eau fait que les feuilles tombent, quasiment plus que le vent. Le vent aussi, là. Mais on dirait que le texte, je pense que c'est le soleil. Le soleil est allé nous raconter une histoire comme de quoi que, ben là, avec le réchauffement climatique, tout est dû au réchauffement climatique. Arrêtez de faire ça. Vous allez faire des fous, vous allez faire rire de vous autres, OK? Les couleurs sont là. Je me promenais en fin de semaine après, je ne l'ai pas lu, l'article, j'ai juste vu le genre de manchette. Tu sais, je me promenais dans le bois en fin de semaine, puis je me disais, calif. Le journaliste a comme sorti ça 24 heures trop tard. Tout est devenu hyper coloré, les feuilles tombent. C'est l'automne comme jamais. Et regarde, je vais vous annoncer une affaire. Je suis peut-être pas un scientifique, mais je peux vous annoncer une chose. Des automnes avec des arbres colorés et des feuilles qui tombent. D'après moi, on en a pour le reste de l'éternité. Là. D'après moi, ce qui est écrit dans le journal, là, si pour du monde, ça a l'air que c'est vrai, qu'à la minute que c'est écrit dans le journal, mon feeling, c'est que de temps en temps, c'est pas toujours vrai. Est-ce que tu as fait de la bouffe Thanksgiving ou tu as fait non, Action de grâce? 0? Non. Oh! Non, parce que je suis pas dans le mood du Thanksgiving. Justement, je suis pas dans ce mood-là. Ah non? Non. Ah, ben, nous autres, on fait la dinde. Tu fais-tu de la dinde pour vrai? Ben, voyons donc. C'est l'Action de grâce. Non, moi, c'est l'Action de grâce américaine. Là, je fais le dinde. Là. Je fais les deux? Je fais pas dinde au mois de... Je fais dinde au mois de novembre avec la journée du football le jeudi. Et on l'a fait aussi pour... Là, il y a des gens... Ça, c'est l'histoire, là. La dinde. Ah, la dinde est trop sec. Ça, là...
c'est nos histoires du temps, là. OK? Rappelez-vous de vos parents. Tout était cuit comme de la semelle de botte. Les steaks étaient trop cuits. Les chops de porc étaient secs, on se pétait quasiment les dents. Les chops de porc, ils étaient retroussés quasiment. Là. Ben, un, il était mince de même. Oui. OK? Là, ils mettaient ça au four, toutes sortes d'affaires. Là. C'était dur, dur, dur. Là. Quand notre mère nous disait « On mange à soir des chops de porc », on disait « Ah, tabarnache, ça va être mauvais ». On avait tendance à tout faire cuire trop. Le porc, c'est écœurant, là. Tout le porc était tout le temps trop cuit. Il nous disait qu'il y avait des vers dans le porc. Ça. Oui. Oui. Ben oui. Il disait qu'il y avait des vers. Et c'est la même chose pour la maudite dinde. La dinde était sec. Ah, j'ai des mauvais souvenirs de dinde sec le dimanche. Et tout le monde me dit la dinde est sec, la dinde est sec, la dinde est sec. Mais la dinde n'est pas sec. La dinde n'est pas sec si elle est cuite doucement, puis qu'elle est arrosée régulièrement, puis que vous la sortez quand... C'est pas compliqué. Vous allez vous chercher... Des gens, tu sais, au fond, on parlait avec les boys de Fire Barnes. Et les boys nous disaient, je sais pas si c'était dans le nom ou en dehors des ondes, mais je pense que P.O. me disait, moi, je vois pas que le temps, moi, j'y vais vraiment avec le thermomètre. Je sais pas, toi, Jerry, vu que tu es un vrai cook, je sais pas si le thermomètre, c'est-à-dire que le thermomètre à l'intérieur de la pièce, oui. c'est comme la patente magique. Ça coûte rien en passant. Là. Vous allez chez Dollarama, ça coûte 4 piastres. Donc, vous avez un bon thermomètre. Quand il est fini, d'achetez un autre. Mais ça fait des miracles. Là. Donc, la dinde, si vous en faites une au Thanksgiving qui s'en vient, premièrement, c'est sûr que plus votre dinde est grosse, plus il y a des chances qu'elle soit sec un peu, parce qu'il y en a qui font cuire des grosses dindes. Mais, tu sais, des grosses dindes, ça donne quoi? Ça donne trop de lunch de dinde, puis on vient à finir à être écœuré de manger de la dinde. Donc, une petite dinde ou un dindon, ça fait un job, là. Et c'est pas compliqué. C'est la minute que vous pognez 180 degrés en dedans de la poitrine. Oui. Non, pas vrai. 170 degrés dans la poitrine et 180 degrés dans les cuisses. Dans les cuisses. T'as sors de là, là. T'as sors de là, plus ça crampe, et c'est merci, bonsoir, c'est fini. C'est juteux, c'est tendre. Entre autres, moi, je suis un mangeur de cuisses. La cuisse, si vous aimez les cuisses de poulet, la cuisse de dinde est encore meilleure. Là. Il y a de la viande en masse, c'est juteux, c'est tendre. Regarde, A1 MC Chef qui n'a pas été MC Poubelle ce week-end parce qu'on était en congé. Job extraordinaire avec la dinde. Et ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Ce soir, on mange... Des hot chicken avec de la dinde? Non, ça va être un club sandwich à dinde. Ah, oui, c'est parfait. Et demain, parce que là, madame ne mangera pas. Demain, je me fais un hot chicken à la dinde. Oui, avec des petits pois verts, le ciel. Donc, ça fait une semaine. La bouffe coûte tellement cher. Puis je sais qu'il y a souvent des spéciaux dans la dinde. Quand vous pognez une dinde à bon prix, excusez-moi, là, je pense qu'on est quasiment capable de rentrer dans le 75$ à Couillard, même en pleine. Même en plein. Beaucoup de viande. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la dinde. Si tu veux taponner un peu, tu peux canner de la dinde aussi. En plus. Ça, je le filme. Mais tu me feras pas croire que ta dinde elle rentre dans le air fryer. Non. Ça, Non, tu peux. Le rôtissoir là, au four. Rôtissoir au four, effectivement. Exactement. Donc, non, ça fait un job. Parlant de prix, bon, vous savez que les taux d'intérêt ont augmenté. Là. On est dans une drôle de période. On a les Ukrainiens qui sont allés attaquer le pont entre la Crimée et la Russie. Très bonne idée. Donc, si on veut continuer d'avoir une troisième guerre mondiale, l'humoriste là, qui fait des sketchs la queue à l'air, là, je sais que les Québécois ont pris pour ce gang-là, là, mais on a affaire à deux gangs de bizarres. Au début, les gens disaient « Hey, le pont de la Crimée a été attaqué par les Russes. » Mais c'est eux autres mêmes qui l'ont bâti. Là. C'est justement pour donner une indépendance à la Crimée puis relier la Russie à la Crimée qu'ils l'ont bâti. Donc, quand on a su qu'il y avait une attaque sur le pont de la Crimée, les chances que ce soit la Russie étaient quasi nulles. Mais on est tellement bandés parce que ça nous prend pour qu'on s'aime tout le monde. Ça nous prend un gars à haïr. Ça nous prend un gars commun à haïr. Si on a eu des différences pendant la COVID, si on a des différences pendant une campagne électorale, si à la fin de la journée, on se trouve un ennemi commun, bien, on peut retrouver quelques repères dans notre amitié ou dans notre vie familiale. Donc, ça sert toujours la cause. Mais quand on y pense comme il faut, c'était certain que ce n'était pas la Russie qui avait attaqué le pont en fin de semaine et que c'était une milice de l'Ukraine
Pendant ce temps-là, l'Ukraine continue à têter des milliards de dollars un peu partout à travers le monde. Ils sont en mode de financement de manière incroyable. Et j'ai l'impression que le boss de l'Ukraine, l'humoriste... Volodymyr. Yes, le président. J'ai comme le feeling que finalement, ils ne sont pas contents tant qu'on n'embarquera pas. Je vois beaucoup de commentaires d'ailleurs là-dessus sur Twitter de Canadiens. Là. Hey, là, c'est une honte ce qui se passe là-bas. Quand est-ce que nous allons intervenir? Le jour où on va intervenir, c'est WW3. Là. Je ne sais pas si vous jouez ce game-là. Là. Je ne sais pas si vous voulez embarquer dans ce game-là, mais moi, je ne veux pas embarquer dans ce game-là. Tu as le gros toton aussi en Corée du Nord qui s'amuse avec des missiles en ce moment. Là. Savez-vous quoi? Savez-vous ce que ça nous montre? C'est que dans un monde complètement crazy, OK? Crazy time. Pour mener une place de fou, ça prend pas un sénile. Ça prend pas un sénile qui va vous dire « Have two words. Made in America. Made in America. » C'est pas mal 3 mots, ça. Quand t'es pas capable de faire le calcul de combien de mots que c'est pour une phrase aussi simple, imagine-toi pour le reste comment t'es pas là. Le gars est plus là pantoute. Dans une place, écoute, le gros teuton de la Corée du Nord s'amuse avec des têtes nucléaires. En ce moment. Les Russes, si on commence à les écœurer un peu plus, sont sur le bord. Là. Parce que y en a qui commencent à... Il y en a qui... Pas une bonne idée. Et les Canadiens sont là. Ouais, mais là, Trudeau devrait envoyer du monde, puis devrait envoyer... Ça, c'est le début de la WW3. Là. Dans un monde de fous, ça vous prend un fou là, pour mener la place. Est-ce que vous trouvez que depuis qu'on a un monsieur sénile à la place d'un gars que vous trouviez vraiment fou, il me semble qu'il y avait des histoires. Mais à comparer à ce qu'on est en ce moment, il n'y avait pas d'histoire. On s'ennuie un peu, non? On s'ennuie pas de l'époque du gars avec la calotte rouge? Just saying. Quand il est parti, puis on s'en est parlé à cette époque-là, quand il est parti, on dit checker bien toute la gang de bizarres qui vont ressortir. By the way, on oublie toujours l'Iran, qui sont en train de travailler plus que jamais pour enrichir de l'uranium. Puis c'est pas pour faire de l'électricité pour les maisons. Là. Non, c'est ça. Là. Alors, quelle époque de malade. Quelle époque de malade. Donc, la bourse qui... La bourse, la bourse points, on a à peu près de 100 points tantôt. Je n'ai pas checké comme il faut. Oui, mais t'en vas de 30 000. Là. On est à 29 100. Là. La bourse a perdu à peu près 25. Oh oui. Le coût de la vie, ils nous disent 8. Non. Ouais. Le coût de la vie, sérieux, là, pour une famille, c'est facilement entre 15 et 20 de plus, 1%. Là. En ce moment, là, si vous n'avez pas coupé quelque part, c'est 15 à 20 de plus, c'est clair. Je voulais que je vous parle des taux d'intérêt. Taux d'intérêt, ouais. Taux d'intérêt, pas bien, là. Ça va pas bien pantoute, là. Puis les maisons, ben, c'est pas tant que ça. On dirait que tout est contre... Et là, vous allez à l'épicerie, puis si vous ne checkez pas les Publisac, vous n'allez pas faire un tour chez Panier Extra, vous êtes fourrés, là. Et le gaz est encore à 915. Puis le dollar canadien ne vaut plus rien. Je commence à regarder un peu de la patente, puis je me dis, ouais. À chaque fois qu'on a besoin de bâtir quelque chose, ça coûte un prix de fou. On veut bâtir une bâtisse pour personnes âgées pour s'en occuper. C'est rendu que ça coûte quasiment 1 million la chambre. Je ne sais pas comment ça va finir. Mais je sais une chose. C'est que, bon, les taux d'intérêt ici sont un peu différents parce que on prend un prêt sur 30 ans, mais on renouvelle aux 5 ans ou aux 3 ans ou encore... Tu sais, vous pouvez même aller à l'année. Mais si vous êtes aux États-Unis, et l'exemple que j'ai est américain, mais ça vous donne une histoire, ça vous donne une idée de où on est rendu. Si vous aviez une maison de 500 000, une maison de 500 000, moi je me rappelle ma première maison que j'ai achetée en Floride avec ma conjointe du temps là-bas. C'est une maison de 2500 pieds carrés, j'ai payé ça 140 000 US. Tout était prêt, là. La pelouse était mise, il y avait un Florida Room, il y avait... C'est écœurant, là. Il y avait un lac en arrière. Aujourd'hui, la même maison est à 650 000. Bon, taux d'intérêt sur la même maison de 140 000 et 600 000, le taux d'intérêt est plus tannant un peu. Les salaires n'étaient pas les mêmes. On comprend qu'il y a eu une augmentation de près 2 par année des salaires. On comprend, mais quand même, quand on fait le graphique des deux, il y a quelque chose qui s'est passé, là.
Donc là, la maison de 500 000, c'est comme une maison moyenne. Ben, la maison moyenne de 500 000 aux États, OK? Parce que leur taux d'intérêt, vu qu'il est sur 30 ans fermé, il est différent que nous. Nous autres, c'est 5 ans. Donc, il est un peu plus élevé parce que tu le gèles pour l'éternité. C'est pas compliqué. Mais ça vous donne une idée pareille. 2021, maison de 500 000, 2,5 d'intérêt. Combien ça coûte par mois pour une maison de 500 000? Juste le prêt. 1 976 $ par mois pour la maison. 1976. Yes. La même maison de 500 000 aujourd'hui, elle est à 3 327 $ par mois. Et savez-vous quoi? C'est qu'on nous avait dit que les taux d'intérêt, ben, ça va faire crasher le marché. Et savez-vous quoi? La maison de 500 000 est encore à 500 000. Je ris, mais c'est pas drôle. C'est loin d'être drôle. Je ne peux pas vous dire comment ça va finir, mais... C'est 1300 $? Oui, c'est 1300 net. C'est 1300 net. Et disons que tout le reste a augmenté en moyenne de 15. Oh, ils nous disent 8. Oh, 15. Peut-être 20 indépendamment, parce que dans l'essence, dans les choses importantes, on va dire de quoi, il y a eu quand même une augmentation assez élevée du coût de la vie un peu partout, là. Donc, je sais pas quelle époque dans laquelle on est, mais c'est une époque tumultueuse, pas à peu près. Et on voit pas de... C'est quoi, c'est la lumière du train qu'on dit, là, au bout du tunnel? Oui. Ben, quoi, c'est peut-être la lumière du train. Faut pas que ça soit un train, en fait. C'est ça. C'est peut-être la lumière du train qu'on voit, mais ouais. On a comme de la misère à essayer de trouver la fin de toute cette affaire-là. La lumière, c'est-tu le bout du tunnel ou c'est un train? Oui. Je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit ce matin sur Radio Pirate Prime. Avec tout ce que nous vivons, il y a différents... il y a l'histoire... Il est arrivé plein d'affaires. On a eu des changements au niveau démocratique. Moi, je pense qu'effectivement, ça a de l'influence sur les coucous qui mènent toutes sortes de pays douteux. Mais il y a des affaires aussi qui sont arrivées dans des pays où on a... Tu sais, ce matin, il y a un sondage qui nous dit « Ah ben non, Poilievre est là, mais c'est les Canadiennes, surtout les Canadiennes. Les Canadiennes, c'est une Canadienne sur deux. C'est 52 % des Canadiennes qui veulent revoter encore pour Justin Trudeau. Là. Justin Trudeau, d'après le sondage, serait encore celui qui est le plus apte pour être premier ministre. Incroyable. Quand on y pense, pareil. Mais dans les pays qui se sont mal comportés pendant la COVID, puis qui ont provoqué ce que nous connaissons, c'est la crise économique la plus annoncée de l'histoire. Elle est encore annoncée. Il y a encore des gens qui nous disent « dans 6-9 mois, ça va crasher ». C'est sûr que si ça ne change pas, ça ne peut pas faire autrement que crasher, c'est clair. Mais... ce que Jerry disait sur Radio Pirate Prime ce matin, c'est quand on prend le melting pot de tout ce qui se passe, où on voit pas vraiment de... Tu sais, au moins, si les taux d'intérêt montent, il va y avoir un crash des maisons, on pourra s'acheter une maison. Même si le taux d'intérêt est plus élevé. Mais c'est pas arrivé. Donc, en tout cas, pas encore. Mais c'est la preuve d'une chose. Et je cite mon ami Jerry. Quand on faisait du pain... Oui. Puis qu'on était comme content d'écouter la messe de 1 heure. Puis qu'on pensait que par magie, à juste recevoir des chèques par la malle, qu'on pouvait rien faire à la maison, s'occuper des enfants, écouter des films, du Netflix, puis penser que tout allait bien aller. Alors que certains, je me rappelle très bien de moi, je ne fais jamais de Facebook. J'ai fait un post Facebook au mois de mars. Quand l'entreprise pour qui j'avais un contrat nous a coupé de 20 % et que 95 % de nos annonceurs à Radio Pirate nous ont coupés, puis qu'on était peut-être à regarder si on était capable de survivre. Et que là, il est comme arrivé de l'argent par magie. Parce qu'on disait, mais là, c'est nous autres qui ferment les entreprises, il faut les aider. Oui, mais cet argent-là vient de où? Et que moi, je disais, mais si on veut que ça marche, il faut que tout le monde fasse les mêmes sacrifices. Il faut qu'on coupe le salaire du premier ministre, il faut qu'on coupe la moitié de son équipe, il faut qu'on coupe la moitié des fonctionnaires qui travaillent dans les bureaux, il faut qu'on coupe quelque part. Ça ne peut pas tenir, cette affaire-là. Ah non, on est correct, on est correct. On est correct quoi? On est correct. Regardez, ça roule. Hey, regardez ça, ça repartit en 2021, fou! Le party pyjama, il se paye. Tu sais, quand tes enfants sont petits, tout le monde l'a déjà fait, ça. Hey, aujourd'hui, là, on fait une journée pyjama. Ça veut dire quoi? On reste en pyjama toute la journée, on mange des cochonneries, puis on écoute la TV.
Les enfants trippent au bout. C'est le fun, on mange des chips le matin. Tu fais n'importe quoi, là. Oh oui, du chocolat pour déjeuner. Il n'y a pas de... Mais ici, ça a été un party pyjama qui a duré pendant des mois et des mois et des mois. Et en plus, il nous disait, toi, t'es un héros, là. Hein? Je suis un héros. Oui, t'es un héros. Toi, tu sauves des gens. Ah ouais. Je suis en pyjama. Je suis en robe de chambre. À manger des chips à 11h le matin, Netflix. Ouais, mais gros, je suis un héros. Mes grosses actions, c'est que je fais la file chez IGA dehors, puis je fais la file à SAQ. Mais j'ai le temps. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps. C'est ça. Ça ne pourrait pas bien finir. Ça ne peut pas bien finir. J'ai dénoncé 2 voisins. Oui, je suis un héros. J'ai dénoncé 2 voisins. Puis je me couche de bonne heure. Ça peut pas bien finir. Mais là, l'affaire, c'est que on est là-dedans. Là. Ça fait dur. Là. Mais on a été... Bon, je suis encore traité de tout et non. On a été ridiculisés quand les premières fois qu'on a soulevé ça en mai 2020. En mai 2020, à chaque jour, on parlait de ça. À chaque jour, on joue avec quelque chose de dangereux. Hey, on s'est fait quasi démolir sa place publique. D'avoir eu ce genre de discours-là, mais finalement, est-ce que je suis content d'avoir eu raison? Pas pantoute. 0, 0, 0, 0. J'ai aucun plaisir à avoir raison. Mais pour bien des affaires, mon sac à pitié est vide. Le mien aussi. Mon sac à pitié est vide. Tu sais, à un moment donné, là, pour qui on vote? Quand une maison de sondage vous appelle à savoir qu'est-ce qu'on fait, à un moment donné, il y a des conséquences à ce qu'on dit, ce qu'on écrit sur Facebook, pour qui on vote, qui on traite de coucou puis de nono. À un moment donné, il y a comme un... c'est ça, j'ai un manque d'empathie en ce moment. Puis on va tous avoir de la misère, là. Ça va être une période difficile, mais qui a été tellement annoncée. Puis de voir que ceux qui vont se plaindre, je sais c'est qui ceux qui vont se plaindre. C'est les mêmes qui étaient heureux pendant le 2 ans et demi de la COVID. Là. C'est eux qui vont jouer à victime, c'est eux qui vont... c'est une drôle d'époque, c'est vraiment une drôle d'époque. Hey, on a un gros show pour aujourd'hui, mardi. On est dans le début de semaine de Pékis, donc 4 jours seulement, mais 4 jours intenses. On a Joe Hamel qui est stand-by, on a la boîte à Jerry qui va être là également. Si on a un peu de temps, peut-être un genre de bout de poubelle de Jeff un peu plus tard. Et Régent Tremblay est avec nous autres dans les prochains instants. On vient dans quelques secondes. Le temps d'entendre nos valeureux commanditaires. Continuons! Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Pirater, c'est légal. RadioPirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Est-ce que tu es prêt, mon ami? C'est le fun de travailler avec un beau soleil, une belle lumière. Je ne sais pas pourquoi la lumière d'automne est toujours le fun. C'est peut-être la hauteur du soleil qui fait que la lumière pénètre à l'intérieur des places où on est d'une manière différente, mais on a de la belle lumière. Hey, on est prêt pour notre ami Régent. Je sais que c'est la première de la semaine dans le sens qu'on est comme lundi, mais on est mardi, donc ça veut dire que Reg est là. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Ben oui, mets-en partout. Reg, comment est-ce qu'il va, mon ami Reg? Moi, mon soleil est parfait. Bon, oui, je sais que ton soleil est parfait. Ouais. Nous autres m'ont dit de quoi en fin de semaine, c'était pas chaud, là. C'était genre avec le vent. Ben, le matin, on se levait -1, -2, que le vent -5, -6. Donc, je trouve ça de bonheur. J'ai regardé les reportages sur le Valinois. Oh! Et j'ai trouvé ça magnifique. C'est blanc, 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 c'est beau. C'est beau à TV, c'est vraiment beau. Ah ouais, c'est une belle montagne. Ben Voilà. oui. Hey, tu nous entendais parler dans l'ouverture un peu de ce qui est... Tabarnouche. C'est très difficile, évidemment, de dire aux gens ce qu'on pense sincèrement, puis fondé sur des choses, de la réflexion, puis des connaissances, parce que le monde, ils veulent avoir des bonnes nouvelles. Oui. Le monde veut se faire dire que l'inflation, ça va se contrôler tout seul, que le prix de l'énergie va baisser, puis que la COVID, ils nous écœureront plus avec ça.
Mais à moins que je me trompe, c'est à ton émission qu'à un moment donné, qu'on a osé dire il y a 2 ans, en pleine pandémie, là chez nous, là, la COVID, c'est comme la grippe dans le temps, quand Cléopâtre a poigné son premier rhume. Oui. Fait que, ça fait 2000 ans de ça, puis le rhume est encore là. Oui. Bon, ben, rappelle-toi qu'on a dit la COVID, ils nous font des faux espoirs, puis la COVID, c'est rentré, on se débarrassera pas de ça, puis on va vivre avec ça, puis à tous les ans, ça se peut qu'on soit obligé de se faire vacciner. Je pensais pas que ce serait 3 fois par année, là, mais c'est comme ça. Puis, sais-tu quoi? Même si tu es vacciné contre le rhume puis la grippe, à un moment donné, t'en pognes un pareil. Oui. Fait que la COVID, moi, j'ai mes 3 vaccins, m'en avoir le 4e bientôt. Puis, sais-tu quoi? J'ai 2 COVID en plus. Fait que c'est de même, il faut vivre avec ça. Mais ce que tu viens de dire tantôt, là, réalises-tu que la plupart des gens qui t'écoutent, qui sont en bas de 40 ans, ils ont commencé à investir, mettons, à 27, 28 ans. Puis le jeune courtier qui disait le go, 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 puis go, 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 ça, dans l'histoire, qu'on ait un bull market, si tu veux l'expliquer vite, là, un bull market, c'est un marché positif à la hausse. Ouais. Exact. Ça fait 12 ans que tu es dans un bull market. C'était avec des petites corrections de rien, puis tu reprenais ça 3 jours après. Mais là, tous les indicateurs se témoignent qu'on rentre, mais on est rentré dans un bear market. C'est-à-dire que votre fonds de pension, puis vos épargnes, puis ça nous écœure de le dire, mais on est les premiers touchés. Oui. C'est déjà arrivé dans l'histoire. La première crise du pétrole en 71-72, quand les Arabes ont fermé la Champlure. La Champlure, puis c'est arrivé en 78-79 en Iran, quand Khomeini... Moi, j'allais couvrir le Canadien à Los Angeles, puis sur les autoroutes, rappelle-toi, c'était Drive 55, Save Energy. Oui. Non, Fight Khomeini, Drive 55. Oui. Oui. C'était ça, là. Puis aux États-Unis, les autoroutes à 55 000 à l'heure, ça a marché pendant 7-8 ans. Pas parce que pour la sécurité, pour sauver du pétrole, pour lutter contre l'Iran. Exact. Bon, oui. Là, les vraies affaires, là, c'est que le pétrole, on a atteint le point, ça fait 15 ans qu'il ne se fait pas de recherche pour des nouvelles sources de pétrole. Parce qu'on se disait, on s'en va dans l'électrique. Puis donc, les compagnies comme Impérial, puis ils ont coupé leur budget de recherche. Surtout qu'avec toute la pression, entre autres, la Caisse de dépôt est en train d'enlever son argent. Donc, quand tu enlèves ton argent des compagnies de pétrole, les compagnies de pétrole n'ont pas le cash pour aller faire le développement qu'on a besoin pour trouver des nouvelles sources de pétrole. Bien là, depuis 2020, on est rentré dans une phase pas de régression, mais la disponibilité du pétrole depuis 2020, c'est en baisse. À partir de 2030, ça va être le gaz. Heureusement, les Américains ont le gaz de schiste, qui eux autres, probablement que 50% de la guerre en Ukraine est justifiée par le besoin d'avoir de nouveaux marchands en Europe. Mais ce que je veux dire, mais à partir de 2030, même le gaz, ça commence à baisser. Mais puis après la crise le changement climatique. Moi aussi, j'aimerais ça que ce soit pas vrai, puis que ce soit pas grave. Mais je peux dire qu'il y a des régions où je suis allé en Afrique il y a 12 ans, que dans 10 ans, je pourrais pas y aller. Ça va être brûlé, littéralement. Puis, je veux dire, mais nous autres, on est correct, on est au Québec. On a des lacs, on a des réserves d'eau, Si j'écrivais une télésérie si je me laissais aller à dire j'écrirais un film ou une télésérie de science-fiction, elle se passerait à peu près en 35-40, puis les États-Unis inventeraient une histoire quelconque pour justifier l'invasion du Québec. Mettre la main sur l'eau pour New York puis Boston. Pas compliqué. Mais, tu sais, je l'écrirais pas, j'aurais pas le temps. Ouais. Mais quand tu réfléchis le moindrement, là, je dirais, pas objectivement, mais quand tu réfléchis avec les données qui sont disponibles, Jeff, on est aussi bien
le beau temps Kalinour, je ne suis pas convaincu que ça va revenir tout seul. Ah non, sérieux, non. Sérieux, non, sérieux. Je vais te dire de quoi, puis c'est pas... En tout cas, regarde, t'es un peu plus vieux que moi. Moi, j'ai un bon bout de fête. Moi, c'est pour les plus jeunes. Je trouve qu'ils ont ça. Tes filles, là, je ne sais pas avec quelle énergie qu'ils vont prendre pour la climatisation, puis pour se chauffer, puis pour faire rouler l'auto. On n'est pas pire. On a de l'électricité par de l'hydroélectricité. Oui, mais t'as peu. Même ça, c'est rendu que quelqu'un dit « Je veux développer une rivière pour faire du courant », qui est quand même une énergie quand même assez clean. Puis là, dans notre folie, c'est rendu dans... Tu sais, on s'entend que notre indépendance au niveau de l'électricité, 50 ans plus tard, on essaie de le faire avec les gens complètement crinqués puis sans jugement aujourd'hui. Puis on est incapable de faire les barrages qu'on a. On est incapable de faire les réservoirs qu'on a actuellement. C'est impossible de le faire. Donc, on serait probablement peut-être dans la merde pour d'autres raisons au niveau énergétique. Une chance que dans ces années-là, on n'était pas aussi... Parce que moi, je trouve qu'on manque de problèmes. Il n'y a rien de mieux que d'essayer de s'inventer des problèmes pour se faire croire qu'on règle quelque chose. Je vais donner un exemple. Les pailles, des histoires de même. C'est toutes des affaires, c'est des affaires insignifiantes qui ont zéro impact sur quoi que ce soit. Surtout que pendant que tu te bats contre les pailles, mais pendant ce temps-là, on part dans une pandémie où on dit au monde de se mettre des masques à longueur de journée un peu partout où ils vont, puis que finalement, on se ramasse avec des quantités de masques qui sont monstrueuses, puis qu'on ne sait pas trop comment dealer avec ces affaires-là. Et s'en débarrasser, parce que c'est pas vraiment biodégradable. Si ça l'est, ça va être dans 1000 ans, etc., etc. Sinon, chaque époque amène ces histoires, mais j'ai comme l'impression des fois que on est des gros matous qui ont eu une vie, comme tu l'as dit. On a été, enlève la crise financière de 2008. Même avant ça, pendant... Au Québec, on a profité, nous autres. On a quasiment profité de ça, effectivement. Donc, on est des gros matous, confortables, des gros minous qui... Puis là, on cherche des affaires. On cherche des affaires pour colorer un peu notre journée. Veux-tu m'en donner pourquoi il n'y aura pas de barrage? Je suis en train d'écrire une télésérie. Oui. Et dans ma télésérie, il s'appelle Louis-Philippe Morgan. Morgan, mettons, c'est un Jeff Morrison, OK? Fait qu'il va à pêche avec son hélicoptère. Puis, pour avoir des points bonus pour la diversité, il est accueilli sur la pointe du lac par le chef d'une réserve, d'un village autochtone, pas loin. Là, tout est parfait jusqu'à là. Fait que mon personnage débarque, et la réplique, c'est allô, vous avez fait un bon voyage, M. Morgan? Et donc, puis là, il y a 3-4 répliques. C'est quoi la note que j'ai reçue? Le chef autochtone ne devrait pas vous voyer, ça montre une infériorisation. OK, ouais. On est là. C'est quoi? Là, je en parle 15 minutes à 300$ de l'heure, ça me coûte 175$. Oui. Ou bien... Finalement, ça va être tu. Hey, allô, LP, t'as-tu fait un bon voyage? Oui. Ah ouais, ça va être tu, il n'y aura pas de vous, c'est réglé, merci, bonsoir, on vient d'économiser 1 000. Non, mais... Tabarouette. Oui, mais j'ai dit peut-être bien que c'est parce que c'est un milliardaire. Oui. C'est parce que c'est le propriétaire du Caribou de Montréal. Le Caribou de Montréal. J'aime ça. Le Caribou de Montréal. Fait que c'est ça. Fait que finalement, il s'appelle, comment je l'ai appelé? Patrick Sioui. C'est ça. Il tutoie. Il va le tutoyer. Il va le tutoyer. Gros comme le bras. Bonsoir, merci. Hey, j'ai-tu cru comprendre que tu étais avancé dans ton histoire de documentaire sur les Nordiques? Ah, ben ça, je dirais que c'est à toute fin pratique terminé. Peut-être un peu de ce qu'on appelle l'étalonnage des couleurs, mais c'est pas mal fini, là. Puis ça va être, le lancement va être probablement la première semaine de novembre. Ça va être en ondes vers le 15 novembre. Et c'est 8h86 entrevues, mais en moyenne de 1h30, là. Ça te donne-tu une idée du stock? La dernière entrevue de Guy Lafleur. Wow.
tabarouette, tu sais, qui s'est mis à pleurer. On l'a pas dans... au montage, ils n'ont pas été capables de l'insérer. Mais quand l'entrevue était finie, Mathias Brunet, il dit « Guy, qu'est-ce que tu voudrais qu'on... » C'est des questions... On le sait qu'il va mourir, Tiggy, là. Oui. On était le 4 août, là. Il est mort 5-6 mois après. Fait qu'il dit « Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi, hein? » Là, il part pour répondre. Puis là, Jeff, t'arrêtes. T'as beau avoir le cœur dur comme une pierre. C'est connu sur le plateau à Montréal. Flowers s'est mis à pleurer. Voyons. Mais là, pas une minute. Là. 5, 6, 7 minutes. Complètement. Mais complètement, là. Et puis nous autres, on est assis là. Puis la côté gauche, ton cœur te dit, bon, ben là, fermons nos gueules. Côté droit, t'as fait un signe, tu dis, on il tourne. Oui. C'est la job. Mais quand il a eu fini, il s'est excusé. Il dit, excusez-moi, des fois, il dit, ça m'arrive d'être émotif. Là. Il dit, probablement des médicaments. C'est pauvre petit Guy, tu vas mourir dans 6 mois. Ben oui, il a le droit d'être émotif. Là. T'as le droit d'être émotif. Pas mal. Et là, il a dit, j'aurai tout donné. C'est ça. C'est Guy. C'est pas ça qui a été écrit. Ben je trouve que c'est lui-même très bien qualifié. Le résumé de sa vie, je l'adore. Moi, je trouve que ça fit très bien avec Guy. Il a tout donné ce qu'il pouvait. J'aurais tout donné. Oui. Hey, tabarnouche, là. Vraiment. Tu sais, je veux dire, là, ça va être diffusé où, hein? C'est où c'est diffusé? Ben, c'est sur Vrai, le réseau de documentaires que Québécois met en marche. Oui. Puis après ça, ça va être, je sais pas sur quel... ça va être sur les réseaux de Québécois là, au cours de la prochaine année. Okay. Tu sais, ça devait être présenté en mars-avril. Puis à cause de la pandémie, il y a des tournages. C'était... Moi, t'as donné un exemple. Je suis parti avec... c'est quoi? C'est Marie Plourde qu'elle s'appelle? Marie Plourde, la journaliste qui est basée en Floride. Non, c'est pas Marie Plourde, c'est... Marie Poupard. Poupard. Marie Poupard. Marie Plourde, c'est pas... non, c'est une autre. Je pense, non, conseillère municipale pour le parti de Madame... oui, conseillère QS, style QS. Oui, oui. Donc, je suis parti avec Marie Poupard, puis on a roulé jusqu'au nord de Orlando parce que Larry Robinson vit évidemment à côté du plus beau parc de polo en Floride. Mais faire l'entrevue, là, des fois, c'est simple. Dans le temps de la pandémie, là, c'est trouver compliqué. une place à l'extérieur, puis s'organiser via Internet et micro-ondes pour que le réalisateur, lui, était à Montréal. Moi, j'étais là pour poser des questions. Mathias à Montréal, avec Teams, Zoom, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Mais Larry nous a donné 2 heures d'entrevue. Puis, tu sais, sais-tu quoi? Des fois, là, je me dis, je m'ai demandé à Guy Villeneuve de m'envoyer quelques-unes de ces entrevues-là. Puis quand tu auras le temps cet hiver, là, tu sais, tu t'organises un party de visionnement. Tu installes Robinson pendant 1h30 dans ton salon sur ta TV. Tu vas capoter. Ben oui. Parce que lui, on a mis à peu près 3 minutes de ce qu'il a donné. Mais tu sais, là... Hey, ça, c'est des trésors. Non, c'est des trésors. Tu mets ça sur YouTube là, pour l'éternité. Là, ça, c'est hot. Là. Ça, c'est un genre de biographie quasiment, 1h30 d'entrevue. Là. Au moins 1h30. Tu sais. Puis à un moment donné, tu sais comment ça fait, là, les entrevues. Après une demi-heure, Larry s'est réchauffé. Là, là les barrières sont tombées. Puis il dit, c'est pas compliqué. On jouait 3-4 soirs par semaine, puis les 3-4 autres soirs, c'était des parties. Ben oui. Puis il dit, même Kenny Dryden, souvent, il arrivait avec Linda, puis sa bouteille d'eau Perrier. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'eau au party. Oui. Là, il raconte des histoires que j'ai été témoin, mais que quand c'est raconté par le joueur, c'est encore plus drôle. Tu sais. Ben oui. Dans les vols commerciaux, parce que Kenny Dryden était proche de ses scènes. Fait que les gars, je me souviens de les avoir vus, mais Reg, as-tu mangé ton lunch? Je disais non. Fait que là, il ramassait une dizaine, tu sais, des lunchs servis dans
sur les vols de Montréal-Chicago. Ken Dryden ramassait les lunchs pas mangés? Non. Les gars les ramassaient pour Ken. Ils disaient, tiens, Ken, tu vas pouvoir garder ton per diem. Je te jure, il en mettait 4-5 là, dans... Hey, lui, c'était un personnage, là. Ken Dryden. Moi, j'ai tellement trippé sur Ken Dryden. Moi, le gars à côté sur son bâton, là, à plein milieu de la zone, là, quand le face-off était de l'autre bord. Ça, c'est une image magique avec son masque. Là, c'est une image magique. Mais c'était vraiment un gars différent complètement de toute cette jungle-là parce que c'est un intellectuel. Puis, écoute, il a arrêté en plein milieu sa carrière pour aller étudier. C'est quand même spécial, là. Non, mais lui, là, puis, tu sais, il regardait les gars avec un petit sourire en coin, puis il savait comment est-ce qu'on travaillait. Je venais de Falardeau. Il savait bien que mon anglais, c'était bien moyen, puis que lui, quand il parlait 30 minutes, je risquais d'en perdre 29. Fait que je rentrais dans le vestiaire, puis je mettais une enregistreuse à côté de lui, parce que la première question, il répondait pendant 30 minutes. Fait que là, j'allais faire tout et franco que je comprenais. puis je savais que Dryden était souvent celui qui était le plus intéressant. Fait que là, je poignais Glenn Cole de la Canadian Press, puis il disait « What did he say? » Oui. Puis il me le traduisait. Puis là, le lendemain, j'avais les quotes de Dryden. Tout ce que j'avais la cassette que je mettais à côté de son siège. Mais c'est... Tu sais, ces gars-là, mais on les... Puis les gars des Nordiques, les anciens, là, François, Bob Guindon, il a joué la première partie des Nordiques dans l'AMH. By the way, je pense que c'était le 11 ou le 12 octobre. OK, on est pas mal là. V'là 50 ans. Oui. Donc, on est pas mal là, là. On est là. Wow. Tu sais, Bob, tu sais, on l'a interviewé, je pense qu'on était au Château Frontenac, je pense. Mais Bob, là, ça n'a pas changé, Bob Guindon. Je veux dire, terre à terre, puis fin. Puis, tu sais, puis c'est les gars qui ont passé avec les... Régent, c'est le 11 octobre 1972. Donc, tabarnouche, on est-tu là? On est le 11. Puis c'est Maurice Richard qui coachait. Oui, contre Cleveland. Puis, de mémoire, là, Paul Schmidt était le capitaine avec un K, parce que c'était un Ukrainien. Il y avait à la défense. Puis après ça, il y avait Jerry Cheevers d'un but. Hein? Oui, pour les Crusaders de Cleveland. Ça, c'était leurs deux grosses vedettes, ça, Cleveland. Un bel uniforme violet. Tu regardes les photos, ils vont trouver ça. Violet. Ça finit 2-0 Cleveland, la game. Oui. Puis ça a fini, Maurice a vomi. Hey, vous devriez rejoindre Claude Bédard. Il était là. Hey, Claude. On a fait un bon bout avec Claude Bédard. Ah ouais, Claude, c'est un gars qui a des souvenirs incroyables. Il est dans ton documentaire. As-tu gardé beaucoup de minutes de Claude? Ah, Claude, on a beaucoup de temps, oui, parce que les témoins de 72, là, mettons, à part Claude Bédard, il y a le notaire Tachereau, mais comme les 6 propriétaires, John Dakers, Paul Racine, Marius Fortier, sont tous décédés, à part le notaire Tachereau. Oh, OK, ouais. Fait que tous les autres sont décédés. Est-ce que Claude, j'imagine qu'il a parlé de son histoire. Moi, cette histoire-là, l'histoire de Claude, qui a sauvé la vie de Marcel Aubu indirectement, un peu, ou Marcel a sauvé la vie de Claude, je ne sais pas dans quel ordre. C'est Marcel qui a sauvé la vie de Claude. Parce que Marcel était pas à l'heure pour son vol, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, puis ils sont partis, ils sont arrivés à New York, les secrétaires, puis Mme Aubu essayaient... Tout le monde pensait qu'il était mort dans un crash d'avion. Oui, ils pensaient qu'il était mort dans le crash d'avion. Ça, c'est incroyable, cette histoire-là. C'est un avion que Marcel et Claude devaient prendre pour aller à New York. Et Marcel est arrivé en retard, évidemment. Marcel est arrivé en retard. En allant en retard, ben là, c'est Claude qui a arrangé un switch de compagnie aérienne. Et l'avion... il est parti une demi-heure plus tard, une heure plus tard. Puis l'avion dans lequel devait être s'est écrasé. Ça, excuse-moi, là. Après ça, la vie, c'est un bonus, là? Mais la vie de Claude a été pas mal... Claude Bédard, sa vie est un bonus encore. Il y a 84, Claude. Il est top shape. Il joue une centaine de jours de golf par été, plus à part la Floride. Puis, je te jure, mets-le en ondes, il n'y a personne qui va te dire, regarde, moi, là, j'ai ma voix. On a fait une heure et demie, avec une heure et quart, une heure et demie, à un moment donné, avec lui, le nombre de souvenirs précis et la manière qu'il les raconte avec sa voix qu'il porte, là.
Regarde, ce gars-là, il a pas vieilli. Il n'a pas vieilli 0-0-0-0. Il était le premier animateur des matchs dans l'ancien compte. L'ancien compte passe hors TV, là, au moment où on se parle. Tu sais, ça va faire cliche-clash dans un an, les droits d'auteur. Mais, mais tu sais... Cliche-clash. Je vois que c'est Claude Bédard J'avais oublié que c'était Claude avant Jean Pagé. C'est Jean Pagé et Claude Bédard, la première année. Puis, hey, Lafleur était en vacances. Ben, pas en vacances, il était en retraite. À un moment donné, on a Lafleur comme analyste dans la deuxième saison. Arrête donc, ouais. Ben oui. Puis dans un des films, il va nous pardonner, là, mais c'est Tom Lapointe qui interviewait un des personnages. Puis je sais pas pour quelle raison, mais ils ont fait un voice-over sur sa voix. Il est doublé. Hein? Tu vois la face de Tom avec, c'est pas sa voit. Mais là, ça veut dire que le gros de la job, veut pas, c'est ça qui est dur. Faire les entrevues, 1h15, 1h30, c'est le fun, c'est facile, dans le sens que c'est naturel. 86, c'est de l'ouvrage. Là. Mais t'as peu, là. Tu en as 86, puis il faut que tu coupes ça pour que ça, ça ait ça se tienne. Les monteurs, là, puis, ils ont fait un job, là. Parce que le problème avec cette série-là, c'est les monteurs qui ont 40 ans. Et il y avait, quand les Nordiques sont partis, il y avait moins 25. Il y avait quoi? Il y a 15 ans. Il y avait 12-13 ans. 12-13 ans. Ils les ont pas connus, ben. Fait qu'eux autres, ils écoutent les entrevues, puis là, ils sont ça ne dit pas grand-chose, là. C'est compliqué pour le montage pour ces gens-là. Il était extrêmement compliqué. Puis à moins d'avoir un réalisateur de... Moi, j'aurais aimé ça que Jean-Claude Laure participe à la réalisation. Ouais. Parce que Jean-Claude était de mon âge, puis tu sais, il a tout connu ça. Mais tu trouves des réalisateurs qui n'étaient pas au monde, là. Non, c'est ça. Tu sais, ça a demandé du travail à mourir. Honnêtement, hey, là. Je veux te switcher de sujet parce que le temps passe vite, puis je veux t'entendre parler du Canadien parce que là, le camp est fini. Je veux qu'on prenne 5-6 minutes sur le Canadien parce que là, bon, le virage jeunesse, je ne sais pas si ça va tenir, là, mais le virage jeunesse, on ne peut pas être contre. De voir que même pourquoi Drouin... tu ne peux pas être contre? Ben, c'est que moi, on le souhaite depuis longtemps que finalement, on mette des jeunes sur la place et qu'on construise avec des joueurs qu'on a dans notre organisation, qu'on va développer. Puis ça, c'est un des gros problèmes du Canadien. C'est pour ça qu'on a perdu confiance aux jeunes. C'est que, contrairement, mettons, à des équipes comme Tampa Bay, puis d'autres équipes qui réussissent à bien préparer leurs gars pour qu'à un moment donné, quand ils arrivent dans le club, ils vont fitter. Puis même s'ils remplacent un joueur d'importance, Christophe, ça paraît pas. Gourde part, il y en a un autre qui arrive. Ah ouais, donc. Il y a une culture de développement chez le Lightning de Tampa Bay qui est impressionnante. Le Canadien n'a jamais été bon là-dedans. Et c'est pour ça. Je vais te poser une question, moi. Pendant combien d'années le Rocket a raté les séries éliminatoires de suite? Ben, j'ai l'impression que les Rockets étaient tout le temps mauvais, là, à part cette année. Là. 7 années sans faire les playoffs. Tu sais, la question n'est pas compliquée. Puis tu passes pour un anti-ab. Quand tu dis, quand je demandais il y a 5 ans, comment vous pouvez rêver qu'il soit bon quand le club de la Ligue américaine ne fait jamais playoff? Non, c'est sûr. C'est clair. Voyons donc. Il y avait un problème là. Si le club ferme est nul à chier, pourquoi quel grand club serait bon? Impossible. Bon. Et là, je vais te poser une question, moi. Dans toute l'organisation, puis tu connais ton hockey, Jeff, parce que tu aimes ça. Donne-moi donc un gardien de but qui va solide dans l'organisation. Là. Que tu dis ça, c'est mon numéro 1, mon poteau, ma colonne vertébrale pour les 10 prochaines années. Ça va sonner longtemps, mais il faut être patient. T'as changé de sonnette? Ouais. C'est pas la musique d'habitude, ça. Ouais. Non, c'est un autre téléphone américain. Ah, OK, c'est un autre téléphone. Ah, OK. T'as 2 téléphones, my God. Ça, c'est le téléphone réservé pour les scams. Ah, OK. Ben écoute, si ton meilleur, c'est Jake Allen, ton deuxième... C'est Montembeault. Montembeault, il n'a pas été correct. Puis, je suis pas certain qu'on a le fameux futur qu'on pensait avec... Donne-moi le don, avec le fils Primo. de l'autre, là, Primo, qui a eu des super playoffs à Laval. Ça, faut le dire. Ouais. Mais on dirait qu'il manque un petit quelque chose pour la NHL. Maintenant, à défense, c'est qui ton corps arrière? Ouais, ça, on en avait un, on l'a échangé. Ouais. Puis c'est qui ton gros, solide défensif?
il y a 35 ans, Edmondson, toujours blessé. Toujours blessé, ouais. Ouais. Puis à l'attaque, nomme-moi un qui se glisse dans les top 50 de la Ligue nationale. Je pense pas qu'il y en ait. Suzuki. Suzuki, top 50? Ben oui. Hey, Jonathan Huberdeau n'a pas été retenu par le pool. Wow. Top 50, attention, là. Hey, c'est 2 joueurs par équipe, là. C'est 2 joueurs par équipe. Il y a des clubs qui ont 4 joueurs meilleurs que Suzuki, là, dans le club. C'est faire le top 50, ça n'enlève rien à Suzuki. Il y a des équipes qui n'en ont pas de Suzuki. Là. C'est Buffalo. Dans le Journal de Montréal, ils ont donné les top 50 et Jonathan Huberdeau n'est pas là-dedans. Ouais, ben là, c'est Jonathan Huberdeau n'est pas là-dedans, Suzuki n'est pas là. Ils ont mis Suzuki 50. Un peu. Ils ont mis Suzuki 50 puis Huberdeau n'est pas dans le top 50. Ouais. En passant, je ne sais pas si vous avez vu les jeux, là, mais Toffoli s'ennuiera pas de Montréal avec Huberdeau. Hein. Ben, ça va jouer, ça, là. Hey, parce qu'Huberdeau, c'est un passeur. Il joue à l'aile, mais on dirait qu'il a la vision d'un joueur de centre, en tout cas. Oui. Non. Ne pas mettre Suzuki en avant d'Huberdeau. C'est toi qui m'as conté que c'était un monsieur de Québec qui a acheté sa maison? Oui, ça a l'air que c'est en processus final. On va aller voir avant que ça soit closé. Oui, il va faire un tour. Il y a 2 places dans la vie, il faut que tu ailles voir. La maison d'Huberdeau puis Graceland. Oh oui! Mais d'ailleurs, la semaine prochaine, parce qu'on va se perdre, mais la semaine prochaine, on va nous parler que on a écouté le film de Elvis de cet été qui est sorti. C'est écœurant. C'est-tu de la réalisation, ça? Ah, c'était écœurant comme film. Oh! C'est bon. C'est incroyable. Ah, quel film extraordinaire. On va dire de quoi, là? Moi, j'ai su là, que c'était vraiment invraisemblable dans les détails. Le colonel Parker, tu t'en es pas rendu compte. Hein? Au début, là, il y a une canne. Oui. Puis dans sa canne, c'est un moyen, tu sais, c'est une belle canne là, qui quand il est dans le cirque, là, quand il est au cirque, il y a sa canne. Ouais. Et là, à un moment donné, il dit à un de ses, tu sais, je vais te mettre sur l'éléphant parce que c'est toujours le gars qui est sur l'éléphant qui attire l'attention. Puis dans toutes les scènes suivantes, le pommeau de la canne du colonel, c'est une tête d'éléphant. Ça veut dire, ils ont pensé jusqu'à ça. Oui. Ah non, c'est écœurant. Non, c'est un film extraordinaire. Puis, écoute, je sais que c'était basé sur le colonel, mais tout l'entour de Elvis, le gars était bon, l'acteur était écœurant, la manière qu'il parle, la manière... Ah, regarde, c'est vraiment... C'est le genre de film qu'il faut écouter en anglais, par exemple. Oui, t'as pas le choix. Mais là, Canadien, juste pour finir. Canadien, là, il y en a qui pensent que ça va être l'équipe Cendrillon. Là. Hey, moi, je ne sais pas qui a écrit la chronique de Théodore un matin, là, je ne sais pas, mais Canadien, l'équipe Cendrillon, mais Théodore, dans cette chronique-là, rappelle son année miracle. Il a reçu le trophée. Quand un gardien de but reçoit le Hart, puis le trophée Vézina, la même année, là, ça veut dire le joueur le plus utile de la Ligue nationale. D'habitude, ça veut dire qu'il a fait des miracles toute l'année pour sauver les fesses d'un club de cul. Ouais. On s'entend? Oui. Bon, mais c'est... ça, c'est l'année de la tuque, hein? D'or? Probablement, oui. C'est 2002. Puis, donc, tu prends mais là, quand même qu'il mettrait un gardien de but qui aurait le trophée Hart, tellement il serait bon, qui aurait le Vézina, tellement qu'il serait bon, honnêtement, j'espère que je me trompe d'un bout à l'autre, puis qu'il va tellement avoir du feu, puis qu'ils vont tellement avoir un esprit d'équipe incroyable. Honnêtement, ils n'ont même pas de système, là. Ils ont des concepts d'équipe, mais je n'ai pas vu un système encore. Oui, ben c'est dur à évaluer, là, parce que tout le monde dit 0 victoire, 7 défaites, mais ils ont joué, je pense, 5 fois contre Ottawa, qui est pas mal trop fort pour eux autres. Là. Mais quand Ottawa est trop fort et qu'Ottawa ne fera pas les séries, tu fais quoi? Ben, il y en a qui voient Ottawa, il y en a qui voient 3 ou 4. On peut être troisième dans... Peut-être. Mais tu sais, regarde, là, c'est pas compliqué. La Floride, Tampa, Washington, Pittsburgh. Puis tu continues la Caroline, Toronto. Ben, les places s'en vont vite, hein? Oui, il ne reste pas grand place. Je suis même pas sûr qu'ils vont rester pour Boston. Oui, ben c'est ça. Là, ça va être... Non, ça va être tough. Là, mais on sait qu'on va finir dernier. C'est faux. Mais j'avais vous dire, moi, ce qui c'est sûr pour ce soir, pour demain soir, c'est-à-dire, c'est
président d'une belle compagnie qui a mes étiquettes de main. Rouge Combien demain? A. Demain, c'est un match diamant parce que c'est les Maple Leafs de Toronto avec les Boss de Toronto. Ah, OK, ouais. Donc, c'est diamant. 422 l'étiquette. 422. 422 le ticket. Le ticket. Ouais, c'est l'enfer. Ça fait 844. Ouais, mais à ce prix-là, 422, là, quand tu vas chercher un smoke meat, il est gratis. C'est pas inclus? Oh que non! Non? T'as pas une bière de fournie avec 2 smoke meat? Tu sais, là, quand tu me parlais de reconstruction tantôt, là, t'en achètes combien de billets dans l'année, toi, là? Moi, je n'achète pas. C'est ça. La reconstruction, c'est génial pour le gars. Ouais, mais... Sa TV, sa pizza, ses chips, puis sa bière. Exact. Mais c'est parce que c'est ça qu'ils font pas. C'est qu'ils se mettent cette pression-là. Au lieu d'ajuster les prix des billets en conséquence du produit qu'ils vont offrir, ils continuent d'augmenter au nom de je sais pas trop quoi à chaque année, comme s'il y était une équipe qui allait faire les playoffs automatiquement, puis il y avait des chances de gagner la coupe. Mais il n'y a juste pas l'offre. Il n'y a juste pas le prix de leurs produits, alors qu'on sait très bien. Je pense que les gens sont d'accord. On a vu des équipes monter là, puis s'installer pour plusieurs années. Puis ils s'installent en développant le jeune. Mais je veux dire, si tu vends ça 422$, comme si tu avais justement le Lightning de Tampa Bay comme club, ben je veux dire, tu peux pas faire ça. Ça, c'est une crosse. Là. Et on est habitué. Ça crosse de tout partout. Anyway, Régent. Partout où on va, ça crosse de tout partout. Point avec les Canadiens. Un matin, je finis là-dessus parce que je vous laisse tranquille. Patrick Huard, ce matin, dans l'émission de Jean-Charles. Oui. Il s'est mêlé de la conversation, puis c'était génial. Mais tu sais, à un moment donné, lui, il a vérifié. Lise Dion, 250 000 tickets vendus. Oui. Puis c'est sold out, là. Le prix moyen pour ces salles, 58$. Puis t'es sûr que tu ris et t'as du fun, là. Ouais, puis c'est pas comme le hockey où t'as 42 matchs sur à peu près 150 jours. Là. C'est un show qui passe dans ta ville, puis quand t'es parti, elle ne reviendra pas avant 4 ans. Là. Mais c'est 58$. Oui. Tu comprends? Oui. Là, c'est 422. Ouais. Tu sais, même la musique, les gros qui viennent, mettons, je sais pas, moi, Metallica vient, Muse, ils viennent à Luke Combs, ils viennent à 250, 300, 400$. OK, c'est cher. Mais il ne reviendra pas avant 4 ans. Puis t'es sûr d'avoir le show. Puis t'es sûr d'avoir un bon show, là. Puis tu veux-tu de quoi pour vendredi matin qui va te rendre... Pour le basket, là, il y a un match hors concours. Les Raptors contre les Celtics de Boston. Oui. Les mêmes rouges que j'ai, là, sont à 880. Hein? Et c'est plein aussi, là. C'est plein? Ah, c'est plein. C'est tout plein. vendu. T'as tout vendu. Il n'y a plus un ticket avant. C'est loadé. Wow! Mais c'est quand, mais ça aussi, c'est un événement d'une shot. Là. Oui, une shot. Sinon, il faut aller à Toronto. C'est ça. Mais, tu sais, puis il y a plusieurs billets, même pas sur le plancher, là. Proche du plancher, ce qu'on appelle les prestiges, là. Moi, je suis dans les rouges A. En bas, les 5 rangées d'en bas au Centre Bell, là, c'est les prestiges. Ils sont en haut de 1000. Encore une chose est sûre, ça me confirme de quoi? C'est que je suis pauvre en joie le vert. Moi, je n'ai pas le moyen d'aller au basket à 800$ du ticket. Je suis bien pauvre. Ah non, mais c'est ce que ça disait en début d'émission, avant que j'entre en ondes. Quand tu disais au monde, là, hey, wow, là, faire du pain tranquille, là, puis avoir du cash sans travailler, il y a un prix à ça, puis j'ai l'impression que le prix, il risque d'être bien élevé. Merci, Reg. Régent Tremblay est avec nous autres, ici même sur Radio Pirate Live. Est-ce qu'on est stand-by, mon ami Jerry, pour la boîte dans quelques instants? Je pense que oui, on va être stand-by pour la boîte. Mais avant, on a notre ami Joe. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Yes, tout de suite après, ici même sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. OK, on est de retour sur Radio Pirate Live. Notre chum Joe Hamel qui est revenu des Stas. Des Stas. Donc, j'imagine qu'il a décanté aussi tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Joe, t'es
Et saluer mon ami. T'as l'air d'avoir eu du bon temps là-bas, hein? Ah, écoute, je pense une belle surprise que la découverte du Kentucky. Tu sais, souvent, on parle des grands États comme New York, la Floride, la Californie. On oublie souvent ces petites places-là. Puis, ben, comme je t'ai dit, j'ai des amis qui sont dans l'industrie des courses de chevaux quand même de manière assez importante. Puis, ça faisait quelques années là, que je voulais aller voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai été tu sais, positivement surpris par ça, puis l'espèce de milieu de vie aussi, tu sais, une ville comme Lexington, je disais à la blague à quelques fois là-bas, c'est pratiquement plus vivant que Montréal, le petit centre-ville avec les dizaines de petites microbrasseries, bars, petites boutiques artisanales. On sent qu'il y a quand même une vie quand même diversifiée dans ces petits coins-là. Est-ce que je pourrais dire le terme, ça semble un peu cliché, là, mais une âme? Moi, je trouve qu'il y a des villes maintenant qui ont... Tu sais, puis peu importe la grosseur, peu importe, il y a des villes qui ont de l'âme. Puis Montréal a déjà eu de l'âme. Montréal n'a jamais été vu comme une ville, nécessairement une belle ville, une belle région, mais il y avait quelque chose. Il y avait un beat. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, on allait à Montréal puis on sentait une vibe. Là, c'est comme la mort. Mais ça, je dirais que c'est un peu généralisé au Québec. Il y a comme une... je sais pas, on parlait de Pyjama Nation, une patente de même. Je pense que ça l'a fait, puis ça va peut-être avec le fait qu'on vieillit, ou encore une décroissance lente qu'on ne se rend pas compte. Mais effectivement, il manque de vibe, il manque de mojo, il manque d'âme. Oui, ben tu sais, Montréal ressemble un peu à New York, dans le sens, c'est un petit New York, dans le sens où les différents quartiers ethniques qui ont tous leur identité et leur particularité. Donc, je pense que ça ressemble plus un petit peu à ce genre de ville-là. Mais tu sais, avec les années, on sent que ça s'est, je pense, pas dire en bourgeoisie, mais tous les quartiers deviennent un peu pareils, là. Donc ça, je pense que c'est un peu comme le lent déclin. Et t'ajoutes par-dessus ça tout le délire des travaux sans cesse qui fait en sorte que c'est pratiquement impossible de se déplacer dans cette ville-là. Paquet de choses, alors que quand tu vas dans les plus petites villes aux États-Unis, tu te rends compte de la facilité, de la façon dont ça a été... D'ailleurs, tu regarderas sur une carte la ville de Lexington, c'est un bon exemple de périphérique et d'infrastructures qui ont été bien pensées au niveau des routes, là. Donc, fermez la parenthèse là-dessus. Très belle expérience. C'est à peu près la région totale. Là. Bon, le métro, c'est 517 000, mais si on prend toute la région où ça déborde un peu plus, alentour justement du Beltway, c'est aux alentours de 745 000 de population. Donc, c'est une belle grosseur de monde, un peu d'activité, belle place. Nice. Un peu comme la région de Québec, je pense. Exact. Là, ça ressemble un petit peu à ça. Là. Exact. Nous autres, je sais que c'est pas dans tes sujets, mais on va parler de l'Alberta puis de la nouvelle chef, la nouvelle PM, Danielle Smith, dans quelques secondes. Mais nous autres, j'ai l'impression que ce qui fait qu'on est un peu perdu de même, on a comme perdu le repère, la patente qui fait que il est où le fun, sont où les choses importantes, etc. On est comme perdu dans nos valeurs, j'ai l'impression, puis aussi par le manque de, je dirais, c'est un manque de vision ou de projet collectif, un projet majeur. On est comme un peu embourbé dans notre Québec un peu chaotique, un genre de déclin. Puis on laisse ça aller, puis là, on essaie de se trouver des problèmes juste pour éviter de regarder les vrais à régler parce qu'il y a de l'ouvrage. Mais tu sais, quand je regarde les gens là, qui se pognent entre eux autres, les Sophie Durocher de ce monde, avec Mitch Garber, puis toutes les histoires de « Ah, ben je me suis fait livrer du Uber Eats », puis le livreur est arrivé, puis il parlait pas français, puis là, tel gars est allé chez Super C, il est allé dans les fruits et légumes, il s'est fait répondre en anglais, puis là, Mitch Garber qui répond à ça, ben oui, mais il avait juste à demander de l'aide à quelqu'un pas loin de lui qui parle français, il aurait eu sa réponse, puis là, il le traite de « asshole », il n'a pas traité d'asshole, il a dit « Ne soyez pas asshole dans votre manière de voir les choses ». Et là, l'autre qui réplique « Ah, ben on sait bien, Gerber qui traite un francophone de trou de cul, etc. » Moi, quand je vois ça, je veux venir fou, Joe, je veux venir fou, car c'est la maison des fous, c'est le vol au-dessus d'un nid de coucou. Après ça, on se demande pourquoi c'est tout croché dans le même, avec les mêmes gens dans le même journal, tu as ces insignifiances-là. Puis après ça, on se demande pourquoi c'est chaotique dans le système de santé, pourquoi les écoles sont en ruine, etc. Mais oui, mais regardez où est-ce que vous mettez vos énergies, je vois le vert. Ben non, puis écoute, il y a quand même un problème sous-jacent à ça. T'sais, moi, je suis bien content qu'il y ait quelqu'un qui travaille dans le département des fruits et légumes.
En passant, c'est l'exception et non la règle. Là. Les gens plutôt anglophones ou allophones qui ne parlent pas, ou du moins qui n'ont pas de compréhension du français. Là. N'importe où tu vas aller à Montréal, tu peux généralement te faire servir en français. Là. C'est très rare que quelqu'un va parler uniquement anglais, ou s'il le fait, il va te trouver quelqu'un qui parle en français si tu le demandes poliment. C'est sûr, si tu pètes une fuse tout de suite en partant, comme les caribous complexés, ça n'améliore en rien les choses. Là. Donc, ça, il y a une petite game qui se joue là-dessus. Il faut regarder les choses d'en faire. Je suis un peu d'accord avec Mitch Garber là-dessus. L'autre, elle devrait prendre son gaz égal puis être contente qu'il y a quelqu'un qui travaille justement dans le département des fruits et légumes. Il parle vietnamien, iranien, n'importe quoi en ce moment. Là, quand on veut juste se faire servir, on s'en fout. Là. La langue parlée, c'est pas mal secondaire. On a besoin de bras. Là. Non, puis généralement, quand ces gens arrivent là, écoute, il y en a plein d'exemples que leurs enfants, généralement, vont apprendre le français ou vont s'intégrer, ils vont comprendre le français du moins. Ce qu'il faut mettre de l'avant-plan, c'est le bilinguisme. Il faut présenter le français comme une richesse et non pas comme une obligation qu'on va t'enfoncer dans la gorge avec des lois et une espèce de Gestapo linguistique qui va débarquer dans les entreprises comme la loi 96 le prévoit en passant si vous avez plus que 24 employés. C'est quand même incroyable en passant, là, cette affaire-là. Donc, c'est le genre de délire caribou qui est poussé un peu par la bande, par des partis comme la CAQ et le PQ. Et ça, je pense que c'est pas l'objectif commun. Les gens veulent améliorer leur qualité de vie. Les gens veulent que leurs enfants vivent mieux qu'eux. Est-ce que ça se fait en français ou dans une autre langue? Je ne pense pas que c'est ça le point. Je pense que oui, on veut préserver la culture et l'histoire du Québec, mais je ne pense pas que ça doit se faire de manière coercitive. Ça doit se faire de manière avec des incitatifs et en soulignant, je pense, la richesse et l'avantage d'avoir des gens qui sont bilingues. Là. Exact. Est-ce que tu penses que dans le groupe qui est alentour du PCQ, est-ce que, moi, c'est ce que j'ai peur un peu, là, est-ce que ce genre de carte un peu facile d'aller creuser le caribou, le côté identitaire et toute cette patente-là, puis jouer avec les histoires de langue, est-ce que tu penses que, même si c'est un jeune parti, parce que c'est un melting pot, là, c'est pas le PCQ qu'on voyait quand Éric Duhaime l'a pris nécessairement. On s'est rendu compte qu'il est arrivé des gens de tout horizon, justement à cause de la COVID, donc des gens que leur valeur fondamentale était la liberté. Mais par après, quand tu déclines ces gens-là, tu regardes un peu, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Il y a un melting pot intéressant, mais il semble y avoir peut-être beaucoup de gens qui sont attirés par un genre de discours, parce que beaucoup de Québécois francophones unilingues qui ont peur, ils ont peur, donc... Quand un parti les crouse avec une histoire justement de on va s'occuper de vous autres, on va empêcher les immigrants de vous remplacer puis de faire perdre votre culture, etc. Est-ce que tu penses que le PCQ risque d'avoir cette... c'est parce qu'on veut tout voir, ils ont eu 14, peut-être j'imagine qu'ils veulent avoir 20. Est-ce qu'ils vont être attirés d'aller là? Est-ce qu'il y aura une pression à l'interne pour aller là? Il faut faire la distinction entre la base militante, les membres, les candidats et, je pense, quelques personnalités dans la direction du PCQ qui partagent ces opinions, je te dirais, anti-immigration, quasi racistes. Là. Donc, par contre, la base du PCQ telle qu'elle est formée actuellement, elle est, je pense, à l'image de la nouvelle droite qui s'unit autour de des valeurs par exemple, de libre marché, de liberté d'expression, de défense vigoureuse des droits civiques et des libertés individuelles. Tu sais, c'est bien, je pense, c'est bien encadré par un leadership comme, par exemple, Pierre Poilievre, qui a attiré, tu sais, j'ai vu des gens, moi, dans les rallyes de Pierre Poilievre, des gens de tous les horizons, là, des gens qui n'étaient certainement pas à droite avant. On l'a vu aussi au PCQ avec des gens, je pense, de l'ancienne gauche pro-liberté qui ne se retrouvent plus dans les partis comme, par exemple, le Parti québécois ou Québec solidaire, qui sont maintenant d'une mouvance plus autoritaire, qui vise à imposer un niveau de vie tant au niveau linguistique, un mode de vie, pardon, tant au niveau linguistique qu'environnemental, quitte à diminuer votre niveau de vie. Donc, je pense que c'est ce paternalisme moralisateur de la gauche autoritaire qui fait déplacer une certaine partie du vote vers la nouvelle droite. Maintenant, purement sur le fond caribou, cet espace électoral-là est déjà occupé par la CAQ et le PQ. Oui. Donc, tu ne peux pas... Donc, l'ancien électorat du Parti québécois revient au moment où on avait deux partis là, majeurs, le Parti libéral et le Parti québécois.
nonobstant qui les formait. Là. Je te parle juste de l'espace sur l'échelle électorale. Tu avais d'un côté un amalgame de gens un petit peu plus à droite au PQ, oui, mais c'était majoritairement un parti souverainiste plus caribou. Et de l'autre côté, tu avais des gens au PLQ qui étaient, oui, peut-être plus multiculturalistes, etc., mais tu avais des gens aussi qui venaient du Parti conservateur du Canada. Là. Donc, je pense que c'est cet espace-là du centre vers la droite qui doit être réoccupé par le PCQ avec des valeurs bien identifiées. Moi, je pense que tout le monde s'identifie comme Québécois, mais le fait de brandir la bannière nationaliste, ça n'amène aucun vote. Au contraire, je pense que cet espace-là est déjà occupé. Et moi, je te dis de source sûre que ça nous a fait perdre des appuis importants dans des comtés, dans les comtés de Montréal notamment. Moi, je vous rappelle, regardez la carte électorale de, par exemple, 2008. Le Parti libéral avait des élus partout, y compris, je pense, au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec, dans l'ouest de Montréal. Donc, on va revenir dans cette espèce de bipartisme là, de facto, même si c'est fait avec 3-4 partis. Et l'espace électoral à occuper pour le PCQ, c'est du centre jusqu'à la droite. Et laisser le débat caribou aux autres, là, cet espace-là est abondamment saturé. Exact. De 100 2000 % d'accord avec ça. L'Alberta a un nouveau chef, Jason Kenney, qui s'est fait squeezer d'un côté et de l'autre pendant la COVID. La COVID aura eu finalement la carrière de Jason Kenney qui avait réussi à plaire à sa crowd jusqu'à ce que la COVID arrive. Donc, passer pour ceux qui étaient non pas nécessairement des conservateurs, mais soit le NPD ou autre, là, parce que c'est probablement le NPD qui est le gros parti compétitif des conservateurs en Alberta. Puis aussi trop de règles pour la clientèle conservatrice. Donc, ça a fait qu'il a été squeezé carrément. Peu importe où il essayait d'aller, ça l'a amené la disparition de Jason Kenney, parce que moi, c'est un monsieur que j'ai rencontré une fois, puis regarde... J'étais très sympathique à Jason Kenney, puis je trouve ça malheureux parce que d'après moi, c'est un gars, on vient d'en perdre un bon. Sauf que Danielle Smith, qui est là, donc c'est pas une nouvelle. Là, je veux dire, ceux qui suivent la politique en Alberta, elle est là depuis longtemps, déjà été chef également de parti. Et là, elle est PM. Est-ce qu'elle a je dirais, parce que là, on est dans un monde Poilievre, Éric, je dirais Trump, si on peut aller jusque-là, dans le sens que les leaders de beaucoup d'endroits maintenant sont des gens qui ont énormément de couleurs, qui sont de très bons communicateurs, qui sont un peu spectaculaires. Est-ce qu'elle rentre dans cette nouvelle lignée-là de leaders conservateurs de droite avec beaucoup de, je dirais, très flamboyants? Oui, je pense que, d'ailleurs, l'ex-animatrice de radio, Danielle Smith, parce qu'elle avait un talk show quand même assez populaire là, dans le Canada anglais. Oui, je pense que c'est... d'ailleurs, il y a certaines lignes parallèles avec certains gouverneurs américains, notamment une de ses premières lignes directrices de Danielle Smith, ça a été l'idée que l'Alberta pourrait, à l'avenir, ignorer les dictats et les lois débiles là, provenant d'Ottawa, notamment sur les restrictions COVID et l'attaque contre... Parce qu'il faut l'appeler comme c'est réellement une attaque sur l'industrie énergétique au Canada qui est majoritairement basée en Alberta. L'idée qu'on pourrait juste... que l'Alberta, comme l'a fait, par exemple, le Texas et la Floride, va ignorer ou du moins contre-légiférer pour annuler ces interventions non justifiées du fédéral dans les champs de compétences provinciales. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. D'ailleurs, M. Legault devra comme saisir cette main tendue-là de l'Alberta. Reste à voir comment ça va être accueilli par les caribous, l'idée qu'on utilise la fédération pour faire avancer les intérêts des provinces. Mais ça, c'est intéressant qu'il y ait justement un potentiel arbitrage législatif au niveau canadien et que les provinces là, fassent front commun contre Ottawa. Ça, c'est intéressant, d'autant plus qu'avec peut-être l'arrivée de M. Poilievre, de Pierre Poilievre à la direction, à la tête du pays, parce que maintenant, il est en avance de 7-8 points. Il pourrait y avoir une dynamique intéressante dans les 5 prochaines années là, au Canada. Là. Qu'est-ce que si tu avais à la décrire, c'est quoi les grosses forces de Danielle Smith? Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il est prévu. On est-tu à un an des élections en Alberta? Puis
J'ai comme senti... je pense qu'elle va être 8 mois première ministre, quelque chose comme ça. Okay. On a senti de dans les sondages une remontée. C'est toujours drôle un peu ça de parler du NPD en Alberta. Là. Je ne sais pas si c'est les mêmes bases que le NPD, mettons, au fédéral, mais en tout cas, regarde, on est en Alberta, on n'a pas l'impression qu'il y a une place, on n'a pas l'impression que le NPD pourra reprendre le pouvoir, c'est bien l'Alberta. Mais c'est ce qu'on entend. Là. Il peut y avoir effectivement une course. C'est quoi la grosse qualité de Danielle Smith pour, je dirais, tenir le flambeau pour les conservateurs puis qui gardent le pouvoir? C'est quoi sa grosse force? Elle semble plus, je pense, obstinée sur ses principes. D'ailleurs, c'est une conservatrice plus de la frange libertarienne. Je la compare beaucoup peut-être à Pierre Poilievre et je pense qu'Éric Duhem la connaît bien aussi. Oui. Là, ils ont des atomes crochus. D'ailleurs, je pense qu'il lui a parlé pendant la campagne. Donc, je pense que c'est caractéristique de cette nouvelle droite intelligente qui émerge un peu partout en Amérique. Donc, pas d'obsession sur les questions sociales, pas d'obsession sur les questions de la droite conservatrice obsédée par l'immigration. C'est revenir à la base, diminuer le pouvoir de l'État, redonner de l'argent dans les poches des citoyens, reconstruire au niveau des bases là, des institutions traditionnelles, mais sans tomber dans le conservatisme social. Je pense que c'est ça l'avenir du mouvement conservateur en Amérique. On le voit avec Ron DeSantis, on le voit avec Pierre Poilievre au Canada. C'est ce mouvement-là, je pense, qui prend de l'ampleur et qui va... L'avantage de ce mouvement-là, c'est qu'il est capable d'aller chercher les appuis plus à gauche qui sont déçus de la gauche autoritaire, du virage autoritaire de la gauche qui souhaite imposer un niveau de vie, un mode de vie là, paternaliste à ces électeurs-là qui étaient, disons, plus pro-liberté là, avant. Là, on a parlé, nous autres, pas mal de Radio Pirate Prime. On a même peut-être fait un petit clin d'œil en ouverture tantôt. Moi, je fais partie des gens. Je suis habituellement un optimiste au niveau... tu sais, j'ai beaucoup de misère souvent avec les oiseaux de malheur là, au niveau de l'économie. Sauf que là, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis il y a des affaires que j'aime pas pantoute. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas. On est comme mal enligné ou encore on est trop enligné pour s'en aller vers une récession. C'est la récession la plus annoncée à l'avance de l'histoire en passant. Là, on parle de 6-9 mois si je me fie à certains grands banquiers américains dans les 24 dernières heures qui en parlaient. Ils disaient « Ah là, ça s'en vient vraiment ». Donc, qu'est-ce qu'on voit des marchés financiers? Une 5e journée probablement dans le rouge, des compagnies qui sont au plus bas de leur valeur depuis 1 an, 2 ans, facile. Donc, des grosses corrections boursières. L'emploi qui est sorti vendredi qui nous montre que, bon, on est toujours en train de créer des jobs. Par contre, il y a peut-être moins de postes ouverts qu'il y en avait auparavant. L'inflation qui semble être difficile à contrôler. On n'a pas le choix de rajouter, veut pas, ce qui s'est passé en fin de semaine avec... la Russie et l'Ukraine, donc les Ukrainiens qui ont probablement attaqué un pont pour essayer de provoquer quelque chose qui risque de nous amener de plus en plus vers ce fameux, ou cette 3e guerre mondiale que personne ne veut, sauf pour certains leaders de pays douteux. Là. Donc, tout ça ensemble fait que c'est inquiétant. Comment tu vois tout ça, là, les marchés, l'emploi, l'inflation, les augmentations de taux, les maisons qui finalement ne s'ajustent pas vraiment encore au niveau prix? Mais si tu prends ton paiement par mois avec les taux qui montent, eh bien là, ta maison coûte beaucoup plus cher. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires en ce moment-là. Ouais, ben écoute, moi non plus, je ne suis pas un perma-bear. Je ne suis pas un fan des banques centrales. Tout le monde sait ça. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ont annoncé 28 des 4 dernières récessions là, dans les 20 dernières années. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Tu vois, comme le Nasdaq, je regardais, c'est moins 35 là, depuis le sommet du début 2022, ce qui est quand même pas rien. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est ce que j'appelle une mauvaise bonne nouvelle économique. Ça, c'est intéressant parce que les marchés réagissent négativement à une bonne nouvelle économique, c'est-à-dire des chiffres d'emploi qui sont mieux que prévus. Et pourquoi les marchés réagissent comme ça? Parce que ça confirme que la Fed ne va pas ralentir la croissance des taux pour lutter contre l'inflation, parce qu'une bonne croissance au niveau des emplois implique qu'il va y avoir un maintien du niveau des dépenses, etc. Donc, ça sous-entend que l'inflation va se maintenir. D'ailleurs, la Fed a réaffirmé qu'elle va continuer de monter les taux jusqu'à temps que l'inflation soit sous son seuil qui est de 2 %. Donc ça, c'est un double whammy dans la dernière semaine là, pour les marchés financiers qui sont très dépendants de la Fed. Quand tu regardes les marchés aussi, ben, c'est très corrélé avec l'augmentation des taux et c'est la vigueur du dollar américain. Puis ça, c'est vraiment, je pense, l'histoire au niveau international. Et c'est
c'est intéressant de réaliser que la vigueur du dollar américain, c'est pas parce que le dollar américain vaut tellement plus cher que les autres, c'est parce que le dollar américain se dévalue. Les autres monnaies se dévaluent plus rapidement que le dollar américain. Le dollar américain se dévalue aussi. La preuve, on a 7, 8, 9 % d'inflation, voire plus dans certaines classes d'actifs. Donc, c'est un peu ce qu'ils appellent le milkshake theory. Il y a une espèce de spin vers le bas et la crème remonte vers le haut. Donc, c'est ça le dollar américain. C'est le dollar américain s'apprécie plus vite, se déprécie du moins vite que les autres devises et il y a une fuite vers le dollar américain qui accentue là, ce phénomène-là. Donc, ça a un impact majeur sur des actifs comme par exemple l'or. L'or est décevant dans un point de vue. On a toujours dit l'or va être un actif de réserve en cas de conflit, etc. Et moi, je peux te parler d'un vieux loup du minier que j'aime bien au Québec qui m'avait dit écoute, j'ai vécu mes 40 dernières années dans le mensonge parce que, regarde, les Russes sont en train de tirer sur une centrale nucléaire et l'or perd 2 %. Et j'ai l'impression d'avoir eu tort dans ma vie. Donc, c'est décevant de voir ça, mais c'est réellement une histoire de taux et de taux réels, en réalité. Là. Donc, c'est pour ça que l'or baisse. Tu regardes d'autres actifs alternatifs. Tu sais, Bitcoin, je pense que l'outlook est neutre, dans le sens que je ne pense pas qu'il va y avoir de gros hops ou nécessairement de gros downs non plus. C'était intéressant là, de voir ça. Je pense que la stratégie, c'est peut-être de racheter les gros pullbacks, comme ça a été le cas dans les dernières années. Moins 60 % depuis le début de l'année. Et généralement, les gros reculs de Bitcoin, ça a été 70-80 %. Donc, est-ce qu'il y a un autre leg down à voir? L'immobilier, ralentissement historique depuis le pic. Là. Moi, je pense qu'on va atteindre moins 25, moins 30, moins 35 % par rapport au prix du pic du printemps dernier. Il y a quand même des affaires intéressantes dans ces marchés de fous-là, et particulièrement des mal-aimés comme les petites capitalisations. Il y a un vieux loup du minier, parce que c'est souvent les compagnies d'exploration dans le oil and gas ou dans le minier qui ont des petites capitalisations sur des bourses comme Toronto. Il m'avait dit les institutions, ils ne peuvent pas vendre ce qu'ils n'ont pas. Fait que dans des gros pullbacks comme ça qui sont drivés par les gros investisseurs institutionnels, généralement, s'il y a des petites capitalisations, généralement, ils ne sont pas tellement affectés par ces gros pools de marché-là. Donc, oui, ils peuvent suivre le marché d'une certaine manière, c'est pas ça que je dis, mais généralement, ça peut décorréler là, de certaines grandes tendances comme ça, puis il peut y avoir des investissements intéressants là, dans ces secteurs-là. Donc, je suis assez actif dans ce secteur-là. Là. Si vous êtes un investisseur accrédité, donc vous avez 1 million et plus en actifs, si ça vous intéresse, faites-moi un message, lancez-moi un petit message, puis j'ai peut-être quelques titres à vous suggérer dans ce secteur-là. Sinon, à suivre, mais il va y avoir des opportunités d'investissement tantôt. Là. Ça, c'est sûr et certain, ça revient tout le temps. Est-ce que toi, c'est dur à prédire, là, mais je veux dire, est-ce que... parce que là, tout le monde... Il y a comme une guerre là, de prédictions. Ça va être une grosse... Je pense que tout le monde s'entend là, que techniquement, on va être en récession si on n'est pas déjà aux États-Unis. Je pense que c'est 2 trimestres de suite. Mais je veux dire, quand on parle de récession, là, enlevons le côté technique. Là, allons-y avec ce qu'on voit d'une récession. C'est-à-dire que, une récession, ça arrive. Puis à un moment donné, il n'y a pas personne qui l'a vraiment annoncé 2 ans à l'avance. Puis ce que ça fait, c'est qu'il y a des commerces qui ferment, il y a des entreprises qui ferment, le taux de chômage augmente. Il y a un stress, puis probablement qu'à partir de ce moment-là, il y a des gens qui prenaient tout pour acquis, qui vont peut-être trouver que leur job est important, vont se remettre à être productifs. Mais est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'il va y avoir une bonne correction ou ça va être peut-être plus technique qu'autre chose? Je pense que ça va se maintenir. La tendance actuelle va se maintenir. Mais tu sais, ceux qui prévoient l'effondrement de la civilisation occidentale dans les 2 prochaines années, avec les années 30, je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Il y a déjà quand même une bonne... Oui, on est allé trop haut en fin 2021, 2020, etc. À partir du moment qu'on revient au niveau de 2020 pré-COVID, OK, là, je veux dire, on ne peut pas prédire l'avenir. Si on le ferait, je ne serais pas ici. Mais... je pense qu'il va y avoir des opportunités d'investissement, tant au niveau privé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir prendre leur retraite, vendre leur entreprise privée, ont des mauvais outlooks, etc. Donc, il va y avoir un paquet d'opportunités dans les prochains mois, prochaines années également. Tu sais, c'est facile de prédire la récession, mais c'est difficile de prédire quand on va en sortir. Ouais. Puis quand on en sort, tout le monde se garoche là, sur les achats. Donc, généralement, je suis généralement bullish sur le marché boursier parce que je crois quand même à la croissance de la race humaine en termes de
de résilience et d'instrumentalisation des moyens technologiques pour se sortir de la merde, etc. Donc, je pense pas que ça va être l'apocalypse. Il va peut-être avoir encore un peu de vent de face, mais il faut garder l'œil ouvert sur les opportunités là, qui s'en viennent certainement. Joe, c'était le fun. Merci, t'es bien smart. Puis on se reprend la semaine prochaine. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Live. En quelques instants, notre chum Jerry est là pour une boîte. Oh que oui. Boîte et Jerry, boîte. Ouais. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. La boîte à Jerry sur Radio Pirate Live en ce mardi, semaine de Pékis. Semaine de Pékis. Semaine de Pékis. On adore les semaines de Pékis. C'était la meilleure idée de l'histoire de ce parti-là, le patente de Pékis. La semaine de 4 jours. Semaine de 4 jours. Qu'ils n'ont pas jamais réalisé, by the way. Mais j'ai aimé ton plan de ce matin sur Radio Pirate Prime de changer l'Action de grâce pour l'Action de grâce américain. Donc, on aurait 2 congés au lieu de 1, puis au lieu d'être le lundi, ce serait le jeudi et le vendredi, dernier jeudi de la semaine complète du mois de novembre. Et voilà. Donc, et c'est le début des achats de Noël. Oui. Donc, c'est une autre affaire. Moi, je te dis que notre action de grâce, elle n'a pas rapport. Même il y a du monde qui sont en congé et ils ne savent même pas pourquoi. Là. Oui. Aux États-Unis, on fait, l'action de grâce, elle a une signification. Tu as le temps aussi de te réunir. On se réunit, puis il y a le fameux, c'est ça, on a du temps. Je comprends, nous autres, mais ça ne veut pas dire la même chose. Non, d'accord avec ça. Et en plus, qu'on célèbre déjà le Black Friday. Mais on le célèbre juste pour des raisons commerciales, parce qu'il n'y a pas de sens. C'est ça, exactement. On a introduit le Black Friday, mais on n'a pas la... Puis anyway, comme on le disait, avec le réchauffement climatique, eh bien, veut pas, on va faire pousser du stock jusqu'à fin novembre. C'est ça. Tu me fais mourir. Veux-tu une affaire green? Oui. OK. Mais tu sais que je suis très green. Hein? Je sais, t'es très green. Oui, je sais. Ta préférée, une de tes préférées, tu en as plusieurs préférées. Elle fait partie de tes préférées. Jacinda Ardern, la malade de la Nouvelle-Zélande. Ah, celle-là, elle va pas bien. Non. Elle, c'est elle qui a dit que la liberté, ceux qui utilisent la liberté, c'est un genre d'arme nucléaire. Oh, elle dit beaucoup d'affaires. Elle est vraiment spéciale. Est-ce que vu qu'elle est loin, on peut dire qu'elle est folle? Elle est très loin. OK, on peut le dire. Elle est très, 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 très loin. L'Internet ne se rend pas jusque-là. En tout cas, il se rend, mais je veux dire, pas le nôtre. Ben non, mais d'après moi... Non, je sais pas comment ça marche, mais d'après moi, elle est trop loin. Mais là, je sais qu'il y a un décalage horaire. Je ne sais pas quelle heure qui est en Nouvelle-Zélande présentement. Mais ils font dodo, eux autres présentement. Mais aujourd'hui, c'était un genre de présentation de son plan vert. Tu sais. Un genre de plan vert. Là, mais c'est spécial. C'est une première mondiale. Qu'est-ce que ça veut faire? C'est une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre. Oups! Une taxe... je sais pas comment le dire. Les taxes, ça règle tout pareil. Hein? Oui, une taxe sur les pets de vaches. Ouais, ça, je sentais que ça allait venir. Tu le sentais, hein? D'abord, elle calcule ça comment, là? Oui, mais c'est le cheptel. Donc, l'affaire, c'est que pet, rot et pipi. Parce que les vaches, quand ils font pipi, il y a de l'azote. Pareil que ça fait comme des vapeurs. Donc, l'affaire, c'est que... Ouais, ça, c'est un combat contre la viande, là. C'est un combat contre la viande. C'est pas d'autre chose que ça. Là, la gang là, de beef and lambs, donc la gang des éleveurs de bovins, ils viennent de l'apprendre là. Bovins et ovins, parce qu'il y a beaucoup de moutons. Les moutons pètent aussi. Pout. Ils font des pipis. Oui. Puis ils rotent. Ouais. Donc, là, toute cette gang-là, là, a fait un méchant saut aujourd'hui. Là. Mais moi j'ai pas. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça comique. T'sais. Mais en réalité, c'est pas comique. Parce que si ça passe, ben c'est quoi, là? C'est des taxes sur chaque tête. Oui, au lieu d'être 14$ la livre pour telle affaire de steak, ça va être 18$. Voilà, mais c'est ça qu'elle veut. Ouais. Elle veut c'est une guerre contre la viande. C'est une guerre contre la viande. C'est un pays de viande. Oui, mais Sylvain Charbonneau, je sais que Gilles l'aime beaucoup, là. Le gars de le food docteur, je pense. C'est Charlebois. OK, c'est Charlebois. Comment ça s'appelle? T'as dit Charbonneau. OK, Charlebois. Ouais. Lui, il dit qu'on ne mangera plus de viande bientôt, puis on va manger juste des patentes végétales avec des grillons. Avec des grillons? Moi, t'as annoncé une affaire, je regarde mon week-end que j'ai eu, on a mangé des ribs
St. Louis Style, Oui. qu'on a accompagné au panier extra cœur. Excuse-moi, là. Les backs, les baby backs, c'est très bon. Mais la St. Louis Cut, là, la St. Louis Style, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est le mélange des deux. Et steak hier soir. Samedi soir, dimanche soir, la dinde. Là, tu vas faire pleurer Arden. Là. OK? Et on a mangé des pâtes vendredi soir, sauce tomate, avec une méga boule de viande. Oui. Avec du fromage dedans. Pas des petites. On a fait une grosse Là, bourrée j'ai de faim, fromage. là, ça a pas de Ah non, bon non, sens. regarde, Ça, j'aime ça. fondait dans la bouche. Là. Moi, je suis pas un gars. Je suis pas. C'est drôle, parce que c'est Jerry Pizza. Là. Et moi, je suis pas un gars de pasta. OK. Une fois de temps en temps, mais tu sais, j'ai pas de crave de pâtes. Ah, moi, oui. Mais moi, un spaghetti avec des boulettes, là, tu me poignes. Ah oui, puis tu sais, il y en a qui Mais font là- des boulettes qui sont trop secs. Alors qu'il y a plein de trucs pour qu'elles soient pas secs, là. Ça prend du patente de pain, des affaires, Voilà. un petit peu de lait, un, petit peu Juicy. un œuf, etc. Et tu mets, on en fait, regarde, c'était gros comme une balle de plus gros qu'une balle de baseball, un softball. Softball, bourré de viande de bœuf de bonne qualité. Oui. Et un morceau de mozzarella, de fresh mozzarella dans le milieu. Ah non, c'est fou, le gros. Non, c'est malade. Là. Attends un peu, là. Les sauces tomates maison, veut Oui, pas, c'est là. ça. C'est- Mais il n'y avait pas de farine de grillon là-dedans, rien. Là. Il y avait zéro Ok, famille parfait. de. Quelqu'un qui me parle de ça, je le crisse dehors. OK, quelqu'un qui arrive chez nous qui me parle de ça, je le calisse dehors. Il n'y a pas personne qui a envie de manger des grillons. Là. Ben non. Ça n'existe pas. Là. Ben non. C'est toi, tu vas manger les grillons, mais pas moi. Exact. Toi, t'en mangeras. C'est ça l'histoire. Hey, j'ai des patentes de retail. C'est comme mélanger mon histoire. Là. J'ai vu la photo que tu La as bourse mis. est verte, by the way. Oui, ben non. Ça a-tu parti? Il y a pas- Parce non. que je l'ai perdu un matin, était à peu près 100 down, mais là, elle est partie par en haut. Là. Ouais, 1% à peu près. Là. Ouais, OK. Grosso Mais, modo. mais c'est parce qu'on n'est pas habitué. Non, c'est quand tu vois du vert. Oh, pas oui, du tout au on est vert. content. Là. Non, le vert, c'est l'espérance. Hein, c'est la couleur de l'espérance. C'est des affaires de garde. J'ai vu la photo de tes espadrilles Nike aux couleurs des Dolphins. Oui. J'adore. Donc, toutes les équipes de la NFL, Oui. ils ont sorti les Pegasus. Les Pegasus, numéro 39, Pegasus 39, c'est pour courir, c'est des running shoes. Là. C'est ça. Bonne qualité d'espadrilles. Un peu light aussi. C'est pas des espadrilles très pesants, là. Mais aux couleurs de la NFL. Ils sont très, très beaux. Là. Je suis allé voir sur nflshop.ca pour voir les modèles. Les C'est très- Dolphins, c'est l'équipe que toutes les carrières sont en mode commotion cérébrale. Là. On en a deux, là. Vous en avez deux. On est avec un carrière qui n'a jamais joué dans la ligue. Oui, c'est ça. Mais ça finit 40 à... 40 oui, le pire, c'est qu'on aurait pu gagner avec ce pas bon-là. Si on se fait un botté puis que la défense tient un peu, on est capable de partir par en avant. Je comprends. Mais c'est pas rien que le corps. À un moment donné, il faut que tout le monde travaille. 228 piastres canadiens. Et si boire. J'ai trouvé ça raide. Tu sais, je suis allé voir. Oui, mais là, t'as peu. Mais- À chaque fois que vous me parlez de quelque chose, je suis tout le temps trop pauvre pour acheter quoi que ce soit. Oui. C'est quoi qui se passe? Mais là, moi, je me suis dit, est-ce que Jeff a acheté la paire de Nike? Es-tu malade? 220 quelques piastres? Oui, mais c'est 228 plus Non, taxes. il n'y aura pas d'espadrille à 228. Là. Mais là, je suis allé voir sur le site de Nike.com parce que Bon. ce modèle-là, Sans logo. sans logo, est à 170. Son crosseur. Encore des crosseurs. Ah, mais quand même, avoir la couleur de la NFL C'est et 100 le piastres. logo de la NFL, Ouais, 75 piastres. c'est 68 piastres. Excusez-moi, c'est 58 piastres de plus. Ouais. Ben, c'est parce que ton espadrille, elle vaut le prix de l'espadrille, pas de logo. Là. Ça veut dire, elle vaut pas plus cher. Parce Non, que t'as un là, logo. c'est ça, là. Mais juste les couleurs puis le petit logo, en fin de compte, Ben oui. c'est 58 piastres de plus. Puis, En tout by cas. the way, quand je le porte, je te fais de la pub. Là. C'est pas à moi de payer pour te faire de la pub. Mais paye-moi, toi. Exactement. En parlant de magasinage, c'est Amazon Prime Days. Donc, tu sais, Amazon, ils font ça, là, les journées Prime, là, telle affaire, telle affaire. Mais il y a un deal pas pire. Il y a un deal pas pire. Tu sais, les petits speakers, Alexa, là, speaker, 4e génération, le Echo Dot. Moi, j'ai eu les deux. J'ai eu le Alexa et le Google, pas tant de choses. Oui, moi, j'ai le Et le Google. Alexa est supérieur. Est supérieur. Hein? Ben, pour différents petits gadgets. Entre autres, pour connecter. Tu sais, l'autre, tu peux pas y mettre... tu peux pas prendre un fil audio puis le brancher sur un autre speaker. OK. Tu sais, avec le Google, tu peux pas faire ça. Tu peux, par contre, envoyer quoi dedans, mais tu n'as pas de out. Tu n'as pas de audio out. Lui, un audio out. J'adore. Mais là, ça, tu sais, moi, je suis abonné Prime. Mais si j'ai un Echo,
Ben, on s'entend-tu que moi, je suis pas abonné Google Music, là. Donc, la face, c'est que si j'ai un écho, je vais pouvoir linker ma musique Prime, là. Si t'es Prime. Oui, c'est ça. Oui. Et là, la touche. Oh, ouais. Ils vendent normalement 69 piastres. Mais ça, on les Est-ce que tu es en train de me... Attends un peu, toi, là. J'ai envie de changer. T'es en train de me dire que si je m'abonne... Parce que là, moi, j'ai un genre de Prime, mais à côté business. Et ça donne pas accès aux films, mais pas dans de même. Là, pour avoir les films, je prends l'abonnement de ma fille. Ma fille, quoi que je me suis rendu compte que c'est ma carte de crédit qui est dans le compte. Mais j'ai dit là, il faut que je change la carte de crédit, c'est la mienne. Donc là, si je m'abonne, je peux me désabonner de Spotify. Exactement. Il faut voir ça, là. Tu sais, parce que là, moi, j'aime XM Sirius. Parce que j'écoute DIY, puis Lithium, puis Classic Rewind, puis Hair Nation. Et là, ma blonde, elle est dans son char. Moi, je l'ai dans mon char. Oui. Je suis un bon négociateur. Je suis capable de l'avoir à 5-6 piastres par mois. Parce que si tu dis que tu t'en vas, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous garder? Donc, écoute, mais là, c'est parce que là, ça. À un moment donné, il faut en couper, là. Mais un abonnement. Parce qu'il faut s'abonner à Radio Pirate. Oui, exactement. Mais ça, l'affaire, c'est qu'un abonnement, c'est cher quand tu ne l'utilises pas. Quand tu l'utilises, c'est aucun problème. Moi, j'ai des applications sur mon téléphone qui me coûtent 60$. Mais je dis ça, tu sais, excuse-moi, Spotify, il nous sert à la famille, c'est écœurant. C'est pour le prix que ça coûte, c'est vraiment pas cher. Je comprends. Mais si tu es capable de l'avoir sur Amazon, tout inclus dans la patente, c'est bon. Parce que le Echo Dot, là, en ce moment, Prime Days, ça vaut solide 10. Tu l'as à 25 présentement. C'est encore bon pour la journée. J'ai trouvé ça bon. Il y a d'autres deals aussi. Donc, tu sais, des fois, tu veux, on peut même l'acheter là pour Noël. Là. On s'est entendu, on peut magasiner. Puis mon autre affaire de retail, là, Shein. Shein? Ça, c'est les filles qui magasinent. Shein. Est-ce qu'il faut dire Shein ou Shein? Je sais pas. Shein, je sais pas. C'est le grand détaillant chinois de vêtements. Les autres, c'est pas compliqué. Là. Ils ont 43 millions d'utilisateurs actifs par mois. Hein? J'ai une de mes filles qui me disait « Ah non, moi, je ne veux pas commander là, c'est des petits-enfants qui font les vêtements. » Oui. Puis 2 semaines après, il y avait des sacs dans la porte. Parce que c'est les prix. Les prix. Puis la face, c'est qu'on a des mauvais souvenirs d'acheter sur les sites chinois, puis ça prenait du temps, puis des fois, ça n'a pas une bonne grandeur. Mais là, eux autres, là, sont sacoches. Regarde, tout le monde est content, ça va bien. Mais ça, c'est un start-up. Hein. Et à une certaine époque, eux autres, pour grossir Shein, ils ont eu besoin d'argent. Ils ont eu du financement privé de grandes compagnies comme Sequoia Capital. Ça, c'est des compagnies... Wow! Le gars avec le chapeau de cowboy. Ouais, Sequoia a mis du fric là-dedans. Tiger Global. Ça, c'est des... Tiger. Tiger est incroyable. Il y a plein de gros fonds qui ont mis plein de cash là-dedans. Au mois d'avril passé, ça fait pas longtemps, là. Avril, la valeur de Shein, avec les placements privés, là, ils placent. On a, il y a une valeur, c'est à 100 milliards. Wow! Hein? Là, on se demandait, ils vont dominer le monde. Ils sont dans 150 pays, ils ont 600 000 articles différents, puis ils grossissent tout le temps. Oups! Là, c'est le crash. Hein? La compagnie a perdu 35 milliards de dollars de valeur. Il y a des gros fonds, plein de gros fonds qui enlèvent leurs billes. Wow! Parce qu'il y a un ralentissement. Le monde coupe dans guenille. Ouais. Les filles vont couper dans guenille. C'est là que ça coupe. Ça coupe tellement que les grands fonds décident d'enlever leurs billes. Là, d'autres, ils ont payé cher pour être là, pour investir. Mais leur investissement, ils vont le vendre à perte. Imaginez-vous, à perte pour sortir de Shein. J'ai aucune idée où est-ce que ça s'en va, Shein, présentement. Mais si ça continue de même, il faut que la business... ça, là, c'est un signe qu'il y a un ralentissement pour vrai, un très, très grand ralentissement. Vite. Une petite affaire, vite, attends un petit peu. Ah, ça, c'est drôle. Petite affaire drôle. L'iPhone 14, les propriétaires d'iPhone 14, ils reçoivent... Si tu fais un accident de char, OK, l'iPhone va faire un appel au 911 pour toi. Boum! Crash. Et là, à 20 secondes après le crash,
Ils appellent le 911, puis ils vont donner ta latitude, longitude. Ils vont dire, OK, t'es où situé? Il y a un crash de char. De quoi? 6 appels de crash d'auto dans le coin de Cincinnati. 3 appels de crash d'auto à Chicago. Ils regardent la longitude, latitude. Christophe, c'est dans les parcs d'attractions. Six Flags. Le monde, dans les montagnes russes, ils se font tellement brasser que le téléphone déclenche, puis ça appelle le 911. Fait qu'ils sont en train de s'amuser dans les montagnes russes. Puis les calls rentrent au 911. Je pensais que c'est quand il allait s'acheter un Subway chez Six Flags. Là, tu frappes un mur. Là, tu frappes un mur en joie le vert, ça coûte 36$ pour un trio. Ça déclenche le 911. Thank you, Jerry. Yes, sir. Merci à Mr. White pour la production de ce mardi. La fin de semaine s'en vient. Oui. Le week-end, il s'en vient bientôt. L'aubergiste va partir le week-end. Boum, boum. Hey, merci à Reg Tremblay qui est avec nous. Reg Tremblay. Joe Hamel a fait un bon bout avec notre chum Joe. Et thank you à Mr. White, c'est fait. Et thank you à Jerry et à tous nos pirates. Allez vous abonner pour la longue version sans pub, qui est une version neuve. Rien. Tout neuf. 2h30 par jour. Allez sur radiopirate.com. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate.